Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR pour un deuxième café JDR avec Hugo de la chaîne Le Bon MJ. Salut Hugo. Hello les stats, hello tout le monde. Eh ben écoute, content de te revoir pour cette deuxième. La dernière fois on a parlé de création de campagne, ça a duré littéralement 2 fois plus de temps que ce que j'avais anticipé. Donc bon, je ne jure de rien aujourd'hui. Et là on aborde la création de one-shot par opposition aux campagnes. Normalement c'est plus court. Normalement, humour, alors là ça commence hyper fort. Mais elle était pas mal, Écoute, je crois que tu as fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus, mon souvenir n'est plus tout à fait vif, mais je pense que tu avais parlé de... Je sais pas, tu as fait un commentaire dedans, et je vais peut-être directement embrayer, puisque là on te connaît, pas besoin de te présenter maintenant, mais tu avais dit le one-shot, c'est le plus fatigant pour toi. Je te cite littéralement, j'avais noté la petite citation, je sais plus sur quelle vidéo c'était, mais tu avais dit que je crois que tu préférais les campagnes parce que les one-shots, tu trouvais ça plus fatigant à préparer. Et moi, je pense exactement la même chose, mais je sais pas si c'est pour les mêmes raisons. Donc, je voulais voir si tu pouvais développer là-dessus. Alors déjà, ouais, en fait, je pense déjà il y a plusieurs types de one-shot. C'est vrai que moi, souvent quand je pense one-shot, je pense one-shot où les gens ils ne vont pas connaître les règles, et où peut-être même moi je vais pas connaître les règles, etc. etc. Donc ça c'est vraiment un truc, des fois j'ai un peu l'habitude, qui n'est pas bonne parce que c'est pas forcément ça, et l'habitude de penser one-shot comme aussi un peu initiation, nouveauté, etc. Donc c'est vrai que ça joue pas mal dans ce que je disais dans la vidéo, je pense. Mais même au-delà de ça, je pense quand même qu'un one-shot... alors, tu pourrais faire un one-shot complètement improvisé, mais si tu veux avoir tes petits effets, un peu tes petits trucs, quand même préparer quelques trucs, je trouve que ça demande plus de préparation, dans le sens où t'as pas le temps, entre guillemets, de prendre le pouls. Normalement, dans une campagne, au début, t'installes, peut-être même tu peux faire une session entière, en fait, qui consiste plutôt à installer, et t'es pas obligé tout de suite de faire des folies. Tu vois, peut-être la fin du scénario, elle va un peu s'emballer, mais voilà. Et puis ensuite, tu vois là où veulent aller les PJ, et tu reprépares, et tu revois où veulent aller les PJ, et tu reprépares. Un one-shot, si tu décides de le préparer, je trouve que ça demande plus de préparation, parce que j'ai tendance à aussi entendre one-shot, personnellement, comme une seule soirée. Ce que tout le monde n'entend pas comme ça. Il y a certains, ils disent un one-shot, c'est juste une histoire, une intrigue. Moi, dans ma tête, one-shot, par définition, c'est une séance. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû commencer par ça, commencer à définir ce qu'est un one-shot, parce que c'est vrai que tu as raison, c'est pas toujours la même définition. Et moi, dans mon esprit, effectivement, c'était plutôt une histoire. Même si une histoire qui fait 5 sessions, pour moi, c'est déjà plus un one-shot, donc tu vois, il y a quand même un moment... Mais c'est vrai qu'en 2 sessions, ça peut quand même être un one-shot, tout dépend. On en reparlera d'ailleurs de la durée des one-shots, parce que moi, j'ai évolué là-dessus. Ok, je vais résister, parce que tu as dit un truc qui n'est pas lié au one-shot, donc on va essayer de pas en parler aujourd'hui, mais il me semble que ça pourrait être peut-être l'un des premiers vrais désaccords qu'on a. Et j'avais déjà remarqué sur d'autres discussions qu'on a eues, c'est le fait que sur une campagne, on peut, sur une première session, prendre le temps d'installer, etc. Je suis d'accord, mais on n'a peut-être pas la même définition de ce qui est installé là-dessus. Il y a peut-être des divergences. On en reparlera peut-être une autre fois ou en bonus en fin de vidéo si on est à court de sujet. Je l'ai juste dit pour m'en souvenir. Mais ouais, sur le one-shot, c'est vrai que c'est une session... moi, je le trouve plus fatigant pour une raison qui... Je vais essayer de faire une comparaison entre film et série. Mais ça va paraître prétentieux. C'est pas du tout l'intention. Mais bon, peut-être que tu vas comprendre, et j'espère que les autres aussi. Non, justement, je le dirai pas si ça l'était. Je te dirai pas, mais ça va paraître bizarre, tu vas comprendre. En fait, moi, quand je construis un one-shot, c'est un peu comme... Tu vois, le réalisateur, je me compare pas à lui, mais Christopher Nolan, il sort très peu de films, parce qu'il va peaufiner à mort son film. Et en fait, quand je sors un one-shot, à mon niveau, bien évidemment, au niveau de ma table, c'est un peu comme si je sortais un film. Je fais rarement, et on en reparlera d'ailleurs plus tard, c'est un autre des sujets que vous voulez aborder, je fais rarement un one-shot sur le pouce comme ça. J'ai besoin qu'il soit travaillé, qu'il soit à fort impact justement parce qu'il y a une seule session.
enfin, ou 2, mais voilà, c'est court. On a moins le droit à l'erreur que sur une campagne, où on peut très bien voir une séance un peu moins, tout ça. Il faut qu'il y ait un truc. Pourquoi je parle de Nolan au-delà de la fréquence de ses sorties, c'est qu'il y a souvent un truc dans son film, un truc particulier propre au film à découvrir, un sujet particulier un peu bizarre. Moi, j'ai beaucoup ça dans mes one-shots. Le truc de ce one-shot, on peut dire tout de suite ça, le bateau blanc, le section C, il y a le truc derrière. Et donc, je les travaille beaucoup, ou au minimum, je les réfléchis beaucoup. Ça veut pas dire que je suis devant une feuille tout de suite. Là où une campagne, une fois qu'elle est lancée, je trouve qu'il y a moins besoin justement de la travailler. On suit un peu l'histoire, l'inspiration vient, et donc un one-shot, il faut renouveler à chaque fois l'univers, un nouveau sujet, un nouveau truc à mettre en place. Ouais. Et créativement, c'est éreintant par rapport à une campagne. Ouais, puis c'est. Alors le mot est un peu fort, mais Oui, oui, c'est évidemment. c'est une proportion entre l'investissement par rapport au temps de jeu, en fait. C'est juste ça. Ouais. C'est-à-dire que une campagne, on va dire que je pense que une session 0, c'est beaucoup d'investissement, par exemple, tu vois. Sauf que tu sais que derrière, c'est pour plusieurs parties. Parce que tu vois, si je prenais en comparaison, par exemple, un truc en one shot qui peut être un peu lourd, c'est que souvent tu vas créer des pré-tirés. Mhm. Donc c'est une étape en plus entre guillemets. Alors c'est pas obligé, mais en général, si tu veux un one shot, en tout cas, si on est sur du scénario tourne autour des personnages, tu vas préférer créer des pré-tirés pour que tout de suite ils soient liés à l'intrigue, etc., etc. Pour une seule soirée. Donc c'est un investissement supplémentaire. Si tu faisais pour toute une campagne, peut-être que ce serait plus léger qu'une session 0 au final. Parce que tu as moins à devoir prendre en compte les avis de tout le monde, à essayer de rediscuter avec les gens. Tu as moins toutes ces étapes-là. Tu as peut-être moins d'étapes pour un one-shot. Là où tu gagnes, je pense, c'est que tu as moins cette conversation à avoir avec le groupe en amont, etc., etc. Ça, c'est du temps de gagner. Mais pour résumer, ouais, je pense que c'est vraiment une question d'investissement. Temps de jeu par rapport au temps que tu vas passer hors jeu, entre guillemets. Alors c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. On reparlera des pré-tirés tout à l'heure. J'ai noté, pour moi c'est un sujet intéressant. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, parce que quand je réfléchis au temps initial que je passe pour préparer une campagne qui va durer longtemps, justement pour qu'il y ait assez de matière, c'est beaucoup de préparation. En revanche, il y a peut-être une différence. Quand je prépare une campagne, j'ai pas forcément à créer l'univers de campagne qui va avec, parce qu'il est déjà créé, donc c'est peut-être mon cas particulier, ou un univers peut-être qui est déjà existant. Un one-shot, là où je dis que c'est fatigant, encore une fois, tu avais raison, le mot est fort, mais bon, t'as compris l'idée, c'est parce que moi, l'univers, c'est jamais le même d'un one-shot à l'autre. Et tu vois, sur une campagne de low fantasy, t'as ta carte, t'as tes royaumes, il y a déjà plein de trucs dans lesquels tu peux piocher, t'as déjà la matière. Dans un one-shot, l'effort créatif, tu repars de zéro à chaque fois. Tu vois, là, une fois que j'aurais fini ma campagne low fantasy, si je veux embrayer sur une autre, je peux m'inspirer de ce qui s'est passé dans la campagne précédente, faire une continuité, enfin, tout évolue systématiquement. Oui, il y aura plein de trucs à préparer, ça peut être du travail en termes de temps, mais en termes d'effort créatif, c'est même pas le temps en fait, c'est le fait de partir de rien. Surtout que moi j'aime bien les one-shots d'enquête quand même, avec un truc particulier à découvrir, donc il faut que je trouve un élément un peu sympa, un peu différent, et c'est le temps que je passe pas devant la feuille qui est le plus fatigant, c'est quand je réfléchis à ce one-shot, qu'est-ce que je vais faire en fait. Je sais pas, c'est plus compliqué. Après, effectivement, là, tu parles de cas spécifiques. Par exemple, toi, ta campagne, tu reprends toujours le même univers et tout. Moi, à chaque campagne, je change d'univers. Donc, en fait, ou je change même de système de jeu. Maintenant, j'essaie de moins faire ça. Mais à chaque fois, tout cet effort-là, en fait, je l'ai quand même, moi. De renouveau de pas mal de choses. Que ce soit pour du one-shot ou de la campagne. Maintenant, pour du one-shot, l'enquête, vu que tu parles d'enquête, c'est vrai que ça ajoute encore autre chose. Mais en même temps, je vais pas te cacher que je sais pas comment expliquer ça,
Et pour moi, un one-shot, à chaque fois, je me dis, il faut que ce soit une enquête. C'est un peu bizarre. Et c'est parce que la structure d'une enquête, ça correspond au one-shot. C'est-à-dire que dans une enquête, l'objectif, il est clair dès le début. Et il y a vraiment un résultat final évident qui est la vérité ou quelque chose qui s'en approche. Tu vois ce que je veux dire? Dès lors que tu es dans de l'aventure et tout, je trouve ça super dur de faire un one-shot. Je trouve ça beaucoup plus dur parce que tu te dis, finalement, il pourrait se passer tout un tas de trucs différents. Il y a beaucoup plus de manières, entre guillemets, de résoudre le scénario. Je sais pas comment dire, tu vois, tu pourrais t'allier avec plein de factions différentes et tout, et je trouve qu'il y a moins d'attachement émotionnel. En fait, pour moi, l'aventure ou les intrigues, etc., il faut qu'il y ait un attachement émotionnel plus long que le one-shot. Là où l'enquête, t'as pas besoin d'attachement émotionnel parce que ce qui va vraiment driver le truc, c'est juste déjà la recherche de la vérité. Ce sera suffisamment satisfaisant d'arriver en une soirée ou deux, si on extrapole, à la vérité. On se dira, ah, on a fait une histoire avec une fin satisfaisante et tout. Donc, je trouve que le one-shot, déjà, c'est un bon choix. Et pourtant, même si c'est le meilleur choix pour le one-shot, je trouve que l'enquête, c'est toujours le truc qui demande un tout petit peu plus de préparation quand même aussi. Justement parce que si dans la soirée, t'as envie... Enfin, comment expliquer ça? C'est pas évident, tu vois, on tourne autour. Moi, il y a un truc, c'est dur de mettre les mots dessus, en fait. On tourne autour du sujet, là, mais c'est intéressant. Désolé si je t'ai coupé, mais c'est vraiment intéressant cette idée de dire que oui, l'enquête se suffit à elle-même. Moi, j'aime bien rajouter aussi des aspects un peu drame, tout ça, mais effectivement, c'est clair, on va au moins se concentrer là-dessus, quoi. Au moins, ça peut être une réussite là-dessus, sauf si on se plante sur la manière dont on l'a construite. Alors que c'est vrai qu'une aventure, j'allais te poser la question, quel genre de one-shot tu fais jouer, parce que un one-shot d'aventure, c'est pas que ça, je pense que ça peut être très bien. Là, j'ai envie de faire un one-shot d'action sur un truc, mais il y aura quand même un truc à découvrir, parce que sinon, c'est juste de l'aventure, et l'aventure pour l'aventure, t'as raison, il manque quelque chose. On n'a pas le temps de s'attacher. Ouais, en fait, j'ai aucune satisfaction à être le héros de la prophétie pour une soirée, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ouais, ça c'est bien résumé. C'est parfaitement résumé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si à la fin de la soirée, je me dis, ah bah j'ai découvert qui était le grand méchant de cette petite enquête, ou j'ai découvert le secret du bas noir. De toute façon, c'est un truc aussi d'unité. Je sais pas comment dire. C'est difficile de vivre la grande aventure sur un one-shot parce que t'as envie de voyage, t'as envie d'un grand panel de PNJ, t'as envie de plus de trucs comme ça. Alors que dans le one-shot, moi aussi, il y a vraiment un truc d'unité en fait. Unité de lieu, unité d'intrigue. Il n'y a pas d'intrigue secondaire dans un one-shot, pour moi en tout cas. Unité d'objectif, c'est beaucoup ça. Et l'enquête, ça s'y prête parfaitement. J'ai quand même fait des one-shots qui n'étaient pas de l'enquête, mais c'est vraiment plus rare. En fait, j'en ai qu'un qui me vient à l'esprit, et c'était... et d'ailleurs, c'est un des exemples que j'aime bien donner sur la chaîne, qui marche bien en one-shot aussi, je trouve. C'était des pirates qui doivent trouver un trésor. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui est ultra clair, il y a un endroit où il faut aller qui est ultra clair. Dans cet endroit qui est comme un petit bac à sable, donc tu peux quand même sentir l'aventure, parce que c'est un lieu relativement vaste, avec 2-3 lieux à explorer, une île quoi. En fait, t'as les ingrédients de l'aventure, mais sans que ça se perde, et avec une focale très forte quoi. Genre, enfin, je veux dire, tu commences, il y a une carte au trésor, et puis c'est parti quoi. Je trouve que ça marche assez bien. Mais tu vois, par exemple, quand je lis des trucs du commerce, genre... vous arrivez dans un village, il y a des gobelins qui ont fait des bêtises, et il faut parler à 3 pélos dans le village, aller voir les gobelins et les tuer. Pour moi, c'est nul sur une soirée. C'est vraiment pas satisfaisant. Pour moi, c'est que, en fait, quand je lis un scénario comme ça, j'ai l'impression que c'est une quête secondaire. Tu vois, ça ne se suffit pas à lui-même, en fait. Non, je suis d'accord. D'ailleurs, une petite réaction, je le ferai souvent et on évitera de digresser, mais je le dis toujours pour m'en souvenir. Moi, même en campagne, pour moi, il n'y a pas de quête secondaire. Mais après, c'est peut-être une question de sémantique, mais toutes les quêtes secondaires, pour moi, doivent être liées à la quête, l'intrigue principale, ou en tout cas avoir un impact dessus. Peut-être toi aussi, hein, mais j'ai un peu rebondi, j'ai joué sur les mots, mais la quête secondaire qui est vraiment secondaire, qui n'a rien à voir avec l'ensemble, en général, moi, j'évite. Mais c'est peut-être un sujet qu'on abordera sur une création de campagne 2.0.
Ouais, alors désolé hein, pour cette digression, c'est pas très pro, mais effectivement, donc ça veut dire, à mon avis, le résultat de tout ça, peut-être qu'un one shot doit être plus compact. On doit savoir assez vite, effectivement, ce qu'il faut faire. On n'a pas le temps d'installer, à mon avis, on ne doit pas, à mon avis, prendre du temps, encore plus sur un one shot, d'installer des personnages, des ambiances, sans qu'il se passe rien, de lier à l'enquête, ne serait-ce que pour une question de temps. À mon avis. Alors voilà, donc avant d'aller justement sur cet aspect temps, tu me dis que tu fais pas mal d'enquêtes en one shot. Est-ce que tu peux peut-être détailler plus le type de one shot que tu fais? Est-ce que c'est de l'enquête dans un univers contemporain? Est-ce que peu importe? Est-ce que tu as une préférence, vraiment un type de one shot qui revient? Alors déjà, je fais quasiment plus de one shot. Je faisais beaucoup de one shot à l'époque où je jouais moins en fait, parce que comme l'écart entre les parties était plus élevé, je trouvais qu'une campagne ça avait pas de sens. Ouais. Souvent, la plupart des one shots que j'ai fait c'était en physique aussi. C'était de l'enquête contemporaine à la Cthulhu la plupart du temps. Et d'ailleurs, en fait, j'ai pas préparé 1 milliard de one shots. Enfin, si, il y a toujours de la préparation, mais les enquêtes de Cthulhu que je faisais, c'était pas de mon cru. C'était, D'accord. je les lisais et je les adaptais au one shot et c'était des parties de 8 heures quoi. Et en fait, c'est aussi pour ça que je fais plus de one shot. C'est parce qu'en fait, alors encore une fois, c'est parce que dans ma tête, un one shot c'est une soirée que je pense à ça. Mais dans ma tête, par la durée des parties que je fais maintenant à distance, ça peut pas donner lieu à un one shot. En 3 heures, je peux pas faire un truc satisfaisant. Ou alors c'est un truc où je vais devoir mettre sous hyper haute pression et en fait tout le temps dire bon alors qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites. En fait moi j'ai aussi envie que les joueurs ils prennent un peu le truc en main, tu vois. Enfin si dès qu'ils commencent à faire un peu de roleplay, je suis en mode en train de regarder ma montre et je fais ah non on n'est plus dans les temps, ça me va pas, tu vois. Donc c'est pour ça que aussi je fais moins de one shot. J'ai complètement dérivé de ta question. Si on en revient vraiment au thème juste, ouais voilà, je pense que j'ai fait pas mal de Cthulhu contemporain, mais c'est notamment aussi lié à une sorte de, je dirais à deux choses qui en fait sont liées maintenant que je me rends compte. C'est que je faisais beaucoup de one shot pour introduire des gens au jeu de rôle. Et pour moi Cthulhu c'est excellent ça, même si c'est pas du tout mon truc de cœur particulièrement, que moi j'adore la fantasy tout bêtement. Je trouve que ça demande pas en fait de connaissances particulières de l'univers. T'as pas besoin d'installer un lore particulier. Les gens en fait ils savent que c'est comme le monde normal, sauf que, tu vois. Et d'un seul coup ils vont se rendre compte du sauf que. Et d'ailleurs ça c'est vachement bien pour l'initiation parce qu'en fait ils commencent en terre inconnue et pas en terre inconnue. Et ils se disent ah ok c'est un jeu d'enquête et tout, et d'un seul coup t'as le twist où ça devient surnaturel. Et les premières fois, enfin je pense que c'est ça qui a plu à beaucoup de gens avec Toulouse, les premières fois que ça arrive, c'est un reveal en fait, parce que les gens ils ont tendance à oublier qu'il y aurait du surnaturel. Tu les préviens avant, c'est de l'enquête horrifique, ils commencent à être dans l'enquête et ils oublient et ils ont l'impression de jouer à un jeu de société de détective classique, et à un moment il y a le twist. Et donc ouais, il y a l'avantage de pas, enfin pour des débutants, vu que souvent c'est dans l'initiation, pour des débutants ils n'ont pas de référence particulière à avoir avec le contemporain horrifique. Et même globalement, je trouve que sur un one shot, en fait, t'arrives pas à aller dans les nuances d'un univers de fantasy ou de sci-fi, je trouve. Ou alors, c'est que le scénario, au contraire, il va trop tourner autour de ça et ça va être trop caricatural. Je sais pas comment dire. Pour moi, dans la fantasy, t'as beaucoup de lieux communs, de références communes, tu vois. Et en fait, c'est sur la durée d'une campagne que tu vas voir les nuances d'un univers de fantasy. Parce que souvent, il y a ces sortes d'images d'Épinal qu'on va retrouver dans tous les univers de fantasy, qui sont le confort justement de l'univers de fantasy, que moi j'aime bien avoir, j'aime pas quand c'est trop exotique. Donc j'aime bien en fait qu'on commence dans de la fantasy classique et qu'on découvre le twist de la fantasy au fil de la campagne, tu vois, qu'est-ce qui est spécifique à cet univers. Ouais. Et ça va être pareil pour de la sci-fi, etc. Tu vois, j'en ai jamais fait, mais par exemple, je pense à Eclipse Phase, je sais pas si tu vois ce que c'est. J'ai entendu le nom, mais je saurais pas dire. C'est un jeu de transhumanisme, etc. D'accord. Donc c'est un univers que j'ai beaucoup aimé lire. Et en fait, je me dis, par exemple, ça en one-shot, me démentiront ceux qui l'ont fait, mais je me verrais pas le faire. Parce qu'en fait, c'est un univers qui justement a beaucoup de spécificités, mais tu n'auras pas le temps d'explorer ces spécificités non plus. Ou alors, tu vas faire... Si tu as un truc hyper spécifique, pour moi, le one-shot, c'est pas suffisant pour le montrer. Je me suis un peu perdu, mais j'ai un bon exemple.
je suis allé une fois au festival à Cannes du jeu, et il y avait donc des tables pour présenter les jeux, forcément. Et moi, je connaissais déjà des Genesis, mais il y avait une table qui faisait des démos de Genesis. Et en fait, c'est passé, et c'est pas du tout pour jeter la pierre, etc., mais c'est qu'en fait, à la table, la personne qui nous a fait le truc, elle nous a parlé très 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 longuement avant qu'on commence à jouer de Dead Genesis, parce que c'est un univers ultra fourni et tout. Donc ça nous a pris beaucoup de temps finalement dans notre expérience du salon, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc on était un peu en mode bon, quand est-ce qu'on joue et tout. Après, quand on a fait le one shot, je trouve qu'on n'a pas ressenti les spécificités de Dead Genesis. D'accord. Parce que en fait, t'as pas le temps. Et donc en fait, je comprends la volonté de la personne qui présente le jeu d'en parler avant. Parce qu'en fait, il veut vendre le truc et sûrement qu'il est passionné et tout. Donc il va parler de son univers. Par contre, en one shot, pour moi, il n'y a aucune chance qu'il montre les spécificités. Si je te fais un one shot de Dead Genesis et que je dis il y a un mutant qui apparaît, ça va pas ce que tu vas retenir, c'est ah ouais, c'est un jeu avec des mutants. Et c'est pas suffisant pour résumer cet univers. Et si je te fais faire jouer telle faction, tu vas te dire ah, c'est un jeu sur ça. Alors que non, c'est un univers beaucoup beaucoup plus large que tu peux pas explorer en one shot, que tu peux explorer en plein de scénarios séparés ou en campagne, etc., etc. Donc pour boucler la boucle, je trouve que le contemporain, ça a l'avantage d'être, t'arrives, tu comprends tout de suite ce qui se passe, et en plus, comme tu comprends tout de suite ce qui se passe, tu vas tout de suite capter le twist, l'originalité du scénario. Là où si je te faisais un scénario de fantasy quelconque et que je te sortais un monstre un peu original, ça te marquerait certainement pas beaucoup en fait, parce que il s'inscrit pas dans un univers. Ouais, voilà. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ça. Et d'ailleurs, moi aussi, j'aime beaucoup simplement la fantasy, hein, plutôt la low fantasy d'ailleurs. Mais je suis comme toi et je trouve que j'adore la low fantasy ou la fantasy de manière générale parce que c'est très propice justement à des campagnes, parce qu'on peut découvrir. C'est des univers qui sont très riches et qui se prêtent moins bien au one shot. À mon sens, en tout cas, un one shot qui est décorrélé de toute histoire plus grande qui est censée se poursuivre. Donc là-dessus, je suis d'accord. Moi aussi, j'aime beaucoup les enquêtes horrifiques. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. À la Cthulhu. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, la dernière en date, il y a pas longtemps. Je fais plus du Cthulhu au sens strict, même si je fais des références, même volontaires d'ailleurs, parce que j'aime bien pouvoir renouveler et justement que le truc dont je parlais tout à l'heure, le truc soit nouveau à chaque fois, avec un nouveau twist, même si c'est du fantastique ou autre. Et c'est ça en fait qui me demande du travail, c'est de trouver le nouveau twist. Mais ça me permet, je crois que je t'en avais déjà parlé, d'avoir ce renouvellement complet, plus ou moins, que j'ai pas forcément en low fantasy parce que je développe mon univers. Donc je reste dans le même. Là-dessus, j'ai pas de problème avec ça. Et donc ça permet de renouveler. Mais donc c'est un effort constant. Mais l'enquête, c'est bien pour ça. L'horrifique, sur un one shot, ça s'y prête très bien parce que on peut mourir sur un one shot beaucoup plus facilement qu'au début d'une campagne. Donc pour de l'horreur, quand tu sais que potentiellement sur le one shot, oui, tu peux mourir, il y a un vrai risque. Ça ajoute, à mon sens, un peu plus de sel. Et j'aime bien, alors là c'est personnel, hein, on parlait d'émotions, tout ça, est-ce qu'il y a un attachement? Il y en a souvent moins en one shot, mais moi j'aime bien ajouter une couche de drame sur mon horrifique enquête. Un truc humain qui est ajouté en plus du surnaturel, voire un peu mélodramatique parfois. Ce côté-là, en plus, à mon avis, ajoute une touche. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me plaît pas mal sur les one-shots. Et je voudrais revenir sur un truc que tu as dit par rapport au temps, au début de ta démonstration. Moi, au contraire, un one-shot de 8 heures, enfin, en tout cas 8 heures de suite, qu'on le découpe en 2 x 4 heures, ça passe. Moi, j'en ai un comme ça qui peut faire 2 x 3 heures, 2 x 4 heures. Je trouve même que c'est un peu long. Maintenant, j'aime bien que ça tienne en 3 heures, 3 heures et demie, grand max. Donc, ça demande un travail pour rendre le truc compact. Mais contrairement à ce que tu disais, pour le coup, moi, je pense que ça tient plus en haleine quand on se dit que il va y avoir un rythme. Et à mon sens, ça peut être satisfaisant. Mais il faut vraiment faire un effort d'épuration. Disons qu'il faut prendre l'essentiel et pas trop en mettre. Et je termine là-dessus. Parce que si t'en mets pas trop, tu peux te permettre de laisser plus d'espace et donc de laisser le champ aux joueurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu fais un truc trop dense, ah oui, il va falloir relancer, accélérer en permanence.
Et si tu te dis qu'en 3 heures, on est finalement assez large, tu peux plus les laisser. Ouais. Bah, encore une fois, j'ai un peu l'impression de parler d'une autre vie. Parce que je fais plus trop de one-shot. Mais Parfait pour ce thème de vidéo. franchement, j'ai d'excellents souvenirs de ces parties de 8 heures. Parce que il y a un truc physique qui entre en jeu. C'est-à-dire que c'était en présentiel, souvent dans une pièce un peu trop petite. Et en fait, il y a une sorte de synesthésie, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. À un moment donné, t'arrives à un stade de la soirée, ça fait 8 heures que t'es là, il y a un truc qui se passe. Enfin, je sais pas comment dire. Tu vois, ça pue un peu la transe, ok, mais c'est bien, tu vois. Puis t'as les bougies, t'as quand même tout un... Parce qu'encore une fois, une autre grosse différence, c'est que c'était en physique, que maintenant je joue à distance. Franchement, moi je trouvais que ça avait un très très bon développement, et même si tout le monde était éreinté à la fin, et d'ailleurs parfois les gens, par la suite, ils me disaient, ah je sais pas, tu vois, quand je leur reproposais de faire du jeu de rôle, ils me disaient, ah c'est cool, mais le lendemain j'ai un truc, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que ça a marqué certains de mes joueurs à ce moment-là. Même si c'était un peu éreintant, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit qu'il s'était ennuyé, qu'il n'y avait pas de rythme, etc. Donc, j'entends ce que tu dis, mais pour moi, c'était pas trop un, c'était pas trop un problème. Je vais aller dans ton sens, ça va faire un peu le mec qui essaie de manger à tous les râteliers, mais comme quoi les rôlistes ont quand même des référentiels communs et des expériences communes souvent, parce que moi j'ai une anecdote justement qui est exactement ce que tu décris. Trop nombreux dans une pièce exiguë avec des bougies pour de l'horreur. Alors c'était il y a longtemps et c'est en présentiel. Moi je ne joue plus en présentiel, j'ai pas l'opportunité et tout ça, donc je pense qu'effectivement c'est un facteur. Moi je ferais pas 8 heures en distanciel sur un one shot, donc à mon avis c'est plus tolérable en présentiel, avec des potes, tout ça. Je persiste à penser que d'un point de vue performance, au sens vraiment de manière objective, je trouve que le one shot sera de meilleure qualité s'il tient en 3-4 heures. Bon. Mais c'était il y a longtemps en plus, hein. J'étais jeune, j'étais au collège, j'ai fait un scénario de Cthulhu avec 7 joueurs, avec des bougies et tout, dans les citrouilles et tout, vraiment le délire. Et on a fait c'est quoi, la maison Corbitz, un truc comme ça, Corbitz, je sais plus. Le classique, maison hantée. Mais ça, c'est un souvenir génial. Et en plus, les joueurs étaient à fond dedans. Quand le poltergeist envoie des trucs boulés et tout, je tire partout. Enfin, c'était vraiment... il y avait une super ambiance. Donc, je te rejoins, je suis pas en train de cracher dans la soupe et de dire que c'est pas bien de faire des parties de 8 heures. C'est pas ça du tout. Mais à mon avis, le présentiel est un facteur qui fait qu'on tolère la partie de 8 heures. Hein, ça marcherait pas en distanciel. C'est sûr. Et puis en distanciel, de toute façon, on est humain, donc en fait, en distanciel, vraiment au bout d'un moment, au bout de 8 heures, t'as plus du tout l'assurance que les gens ils regardent vraiment, qu'ils sont vraiment concentrés, qu'ils sont à distance et tout. Mais en fait, moi je t'avoue que j'ai un peu la nostalgie de ça, de moments comme ça, parce qu'il y a quand même un facteur hyper déterminant, et vraiment pour la performance, comme tu dis. Je suis pas du tout convaincu que si ça dure moins de temps, c'est mieux. Parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que si tu pars du principe qu'on sait pas à quelle heure ça va finir, ça veut dire que tu pars du principe que t'as rien le lendemain, et qu'en fait, t'es là pour le truc, tu vois. Moi, je rêve tu vois, par exemple, de faire des campagnes à distance, et de dire, ok, la campagne commence à toucher son but, il faut qu'on trouve un Airbnb, et on va faire un week-end full fin de campagne, tu vois, par exemple. Ce genre de truc où tu te dis, ok, pour un week-end complet, c'est ta seule disponibilité. Le seul truc pour lequel ton esprit doit être disponible, c'est ça, il n'y a pas de lendemain. Tu sais pas quand est-ce que ça va finir exactement. Bon, après, derrière, il faut pas que ce soit moisi. Enfin, je veux dire, c'est sûr que si tu te fais chier et que ça dure tout le week-end, c'est terrible, mais bon. J'ai envie de dire que ça dure 4 heures ou 8 heures, c'est un peu pareil. Si c'est vraiment nul, c'est nul. Mais enfin, si tu t'ennuies, bon, bref. Non, mais c'est vrai, mais que c'est une nostalgie du présentiel, ça. Pas seulement, vraiment une nostalgie de... Aujourd'hui, on va beaucoup jouer en semaine, en se disant le week-end, on le réserve à d'autres choses, à la famille, à voir des gens, etc. Et on joue plutôt en semaine le soir. On part très loin du one-shot. Je te laisserai ramener le truc après. T'inquiète. Mais on joue beaucoup le soir comme ça, et donc tous les soirs, t'en as un qui dit je dois finir un peu plus tôt. Tous les soirs, t'en as un qui dit... Tu vois, il n'y a pas ce truc de ok, on commence à jouer, on sait pas quand est-ce qu'on va finir. Et
qui permet une sorte de total lâcher prise. Tu vas pas regarder l'heure sauf si t'es vraiment crevé. Et en fait, ça va même pas te mettre dans le même état mental. Je sais pas comment dire. Et même en tant que MJ, tu vois. Le fait de dire que à telle heure c'est fini, etc. Ça change pas mal de choses. Après, je te dis pas que je voudrais faire ça tout le temps. Tu vois, ce serait trop fatigant. Ouais. Et je trouve que c'est une expérience vachement différente et qui va pas contre la performance en soi. Je pense que ça peut être intense pendant 8 heures si tout le monde est prêt à être là intensément pendant 8 heures en fait. Dès le départ. Je sais pas, il y a la théorie et la pratique et j'ai plus assez la pratique pour me prononcer honnêtement. J'avoue que moi maintenant, j'aurais du mal à le voir quand même. Je sais pas, j'ai moins cette, c'est peut-être l'âge, j'en sais rien, mais j'ai moins cette. Les réseaux sociaux, ça. Ouais, c'est ça, voilà, ça exactement, C'est exactement. TikTok. Ouais, c'est TikTok. Parce que j'en ai fait des parties longues. Je crois que le plus, ça devait être 19h ou 22h, je sais plus. Enfin, je me rappelle, on avait fait de midi à plus de. Ouais, non, c'était indécent. On avait joué comme des bourrins. Mais oui, c'est des moments, c'est sympa. Moi, je pense quand même qu'il y a le côté, voilà, on est en présentiel, ça aide. Mais c'est d'un point de vue purement qualitatif. Quand je dis qualitatif, je parle du scénario lui-même. Et surtout si on parle d'un one-shot, une campagne, encore une fois, c'est pas pareil. Tu sais que ça doit durer longtemps, une campagne. À la limite, que ce soit 8 heures de suite ou 8 heures en 3 fois ou en 2 fois, l'histoire de la campagne, elle est vouée à être longue. Mais un film, par exemple, donc le one-shot, pour moi, c'est l'équivalent d'une certaine manière. S'il est trop long, il y a un moment, c'est trop. Tu vois, je sais qu'il y en a qui adorent la version longue du Seigneur des Anneaux, mais en fait, c'est juste trop long. Non, mais voilà, c'est juste trop long. Et même un film de qualité, s'il est trop long, à un moment, tu sens qu'il y a du superflu. Et j'ai tendance à penser que c'est assez vrai pour un one-shot, surtout pour de l'horrifique. À un moment, l'habitude, au sens acquise au bout de quelques heures, fait vraiment réduire la tension et tout ça. Ça veut pas dire qu'on peut pas se marrer, ça veut pas dire que... Bon. Là, j'ai plusieurs points de digression. De désaccord, pas de digression. Ça, c'est d'habitude, c'est ça. Mais moi, j'aime pas. Avant, je faisais un peu ça, j'avoue. En fait, certes, il y a des trucs à tirer du cinéma, etc. Et je comprends la comparaison. Mais pour moi, vraiment, je mesure pas la qualité d'une partie de jeu de rôle en la comparant à ce que pourrait produire un film, etc. Je pense que c'est vraiment de l'expérience du moment. Qu'en fait, je vois ce que tu veux dire. Là où je suis d'accord, c'est que ça doit s'auto-suffire. Donc, dans ce cas-là, on peut comparer ça à un film. Moi, je réfléchis en mode comme un film, ça doit s'auto-suffire. Par contre, en termes de rythme, etc., je le comparerais pas à un film. Je vois vraiment très différemment le jeu de rôle et le cinéma ou d'autres formes de narration. Et pour ce qui est de l'horreur, etc., en fait, justement, si je joue, pour prendre un exemple contraire qui démontre pas tout ce que tu dis, c'est si je joue à un jeu de Cthulhu, bon, avec des joueurs expérimentés, ça compte pas ça. Et si je te dis on va faire un jeu de rôle horrifique, enquête horrifique, ça dure 3 heures, peut-être t'as 2 heures normales et 1 heure horrifique. En fait, t'as pas le temps d'oublier que c'était horrifique. Alors que j'ai des scénarios de Cthulhu, des souvenirs de parties de Cthulhu où ça dure 5-6 heures. Pendant 4 heures, il y a des trucs bizarres, mais il n'y a rien de surnaturel. Et à la fin, d'un seul coup, le couperet tombe. Et bon, je sais pas si c'est une bonne chose, mais j'avais fait ça avec ma sœur, j'ai l'impression qu'elle était traumatisée. Elle était traumatisée, elle fait, mais c'était horrible la fin, tu vois. Et en fait, je pense qu'à la fin, elle dit, mais j'ai pas compris quand ça a commencé à devenir horrible. Et j'ai dit, mais si, je vous avais dit, c'est un truc d'horreur. En fait, je sais pas, il y a tout ce truc d'enquête où tu peux oublier un peu l'horreur. Et aussi, tu peux plus facilement avoir l'effet de rebond aussi sur la durée. C'est-à-dire que si t'as 3 heures, t'as 1-2 heures où il se passe, où il y a de installation, montée en tension, et à la fin, à ta 3e heure, t'as le surnaturel, et c'est le climax, entre guillemets. Et par exemple, dans un autre truc qui avait duré 8 heures, j'ai eu début normal, apparition du surnaturel, le surnaturel disparaît, reprise de l'enquête, et quand je redécris exactement la même manière de venir la créature,
3 heures plus tard, la tension elle est encore plus forte parce qu'en fait ça fait un moment qu'ils sont tranquilles et qu'ils pensent même s'être débarrassés du truc et ça revient 3 heures plus tard et tu vois donc je pense que tu peux gérer sur la longueur le rythme aussi, tu vois. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, quand tu disais j'ai quelques points de désaccord, je crois que t'as pas compris le principe de la chaîne. Ici, on n'est pas en désaccord avec moi, normalement. Donc, tout le monde le sait. Je comprends pas pourquoi t'es allé sur ce terrain-là. Mais bon, c'est tout. Et d'ailleurs, t'as essayé de te rétablir à la fin, j'apprécie, mais bon, je vais devoir couper au montage. Non, en plus, je trouve que ce que tu dis est pertinent, et je pense que je suis influencé, je vais même te dire un truc, je pense que je suis influencé par je te confonds peut-être, je suis en train de réfléchir en même temps, hein, le temps de séance et le temps du scénario. Prends le sans spoiler, hein, par contre, donc je tourne autour de 2 one-shots, et d'ailleurs c'est un truc que je veux changer, ça, on parlera le fait de vouloir en faire plus, moi, pour le coup, que tu as joué, la section C et le bateau blanc. Et le bateau blanc, c'est un scénario qui dure entre 6 et 8 heures au total. Donc moi, je le fais en 2 sessions. Et je le fais en 2 sessions parce qu'effectivement, je suis en train de reprendre tes arguments pour te donner crédit là-dessus. C'est vrai que je réfléchis, on joue le soir. On peut pas jouer, surtout en semaine, de 21h je sais pas moi, à 6h du mat ou à 5h du mat. C'est possible, mais bon, c'est pas forcément souhaitable. Tout le monde est cuit. Alors que si on se fait le bateau blanc en entier en journée par exemple, et qu'on est entre potes, c'est vrai que peut-être que je changerais d'avis. C'est pour ça que je disais j'ai plus assez de pratique pour avoir une opinion assez forte et tranchée là-dessus, pour être honnête. C'est vrai qu'il y a une différence entre les séances et le one-shot lui-même, même si tu dis que toi un one-shot c'est forcément une séance, mais ça dépend du temps de la séance. C'est comme ça que je le définis. Après, ça me dérange pas de parler de trucs en 2 séances, mais dans ma tête, one-shot, c'est one-shot. Ouais, bon, bah one-shot... D'ailleurs, c'est intéressant parce que le bateau blanc, en l'occurrence, il faut pas que j'en parle peut-être. Faudrait éviter les spoils. Je vais parler que en termes de structure. Ouais. Bon, en gros... Au pire, je couperai. Je regarde à combien on en est la vidéo. Ok, mais bon, essaie de pas spoiler si tu peux, sinon je couperai. Non, je parlerai pas des faits. En gros, tu feras si tu veux. Je sais pas si à chaque fois tu le rythmes comme ça, ou si tu gères le rythme de manière différente à chaque fois. Mais nous, on termine sur un cliffhanger, et là, c'est peut-être un peu spoilant. J'ai pas de souvenir, j'ai pas l'impression qu'il y ait du surnaturel au début. Non, c'est vrai, c'est pas un spoil. Je le définis comme un scénario à rythme lent, un slow burn, en gros. Si je fais un anglicisme affreux, là, même moi, ça m'arrache la bouche, mais c'est pas grave. C'est lent. Donc, c'est exactement ça. Du coup, comment dire après, à toi de me dire si j'interprète mal, mais du coup, ça contredit un peu le fait que d'un one-shot, il n'y ait pas de temps d'installation. En tout cas, dans cette séance-là, vraiment, la première partie, c'est quand même pas mal de l'installation. Alors, t'as des reveals, t'as quand même le début de l'histoire qui arrive et tout, mais il y a quand même plus une partie, on pose le truc, et une deuxième partie, on part dans la résolution et le climax, tu vois. C'est intéressant. Pardon, je te laisse finir, excuse-moi. Et en soi, ça m'a pas du tout dérangé, d'ailleurs. Moi, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé les 2 one-shots. Ça m'a pas dérangé du tout, mais c'est... Ouais, ça demande quand même un truc un peu particulier. Je pense en 3 heures, en gros, si tu veux vraiment que ça tienne en une séance, 2-3 heures, tu peux pas beaucoup innover, quoi. C'est vraiment, on installe vite, on comprend vite ce qui se passe, et il y a un climax et bim bam boum, tu vois. Et ça me gêne un peu. Moi, j'aime bien... et en plus, t'es un peu obligé de pousser les joueurs. Donc, c'est pour ça que pour vraiment avoir un one-shot où on va avoir le temps de roleplay, qui dure une séance, encore une fois. Le temps de roleplay, le temps de divaguer un petit peu, tu vois, même si c'est pas gigantesque, mais d'aller sur une fausse piste, peut-être, tu vois, d'aller... voilà, d'avoir une scène ou deux qui permettent de développer un peu la relation des personnages, plus que d'avancer dans l'intrigue, pour justement, à la fin, que la perte d'un personnage soit plus dramatique. 3 heures, je trouve que c'est super short. 3 heures, je trouve que c'est méga short. Et Alors... souvent, en 3 heures, un one-shot comme ça, à la limite, il y a un format de one-shot que je verrais bien en 3 heures comme ça, et dont j'ai oublié de parler. Donc, il y avait la chasse au trésor, où je trouve que ça marche plutôt bien, tu vois, pirate, aventure et tout. Ouais. Où il y a le truc à mission un peu pulp, tu vois, genre tu dis oui. braquage,
mission de Cyberpunk avec brief, largage sur zone, et hop, on fait un truc hyper pulp. Et du coup, on va plus être dans l'archétype, quoi. On va plus être dans le le, les explosions, tu vois. Je sais pas comment dire. Je vois ce que tu veux dire. Si, je vois très bien. Alors, plusieurs choses. Déjà, je pense que tu l'as dit, ça dépend du rythme que tu veux donner. Tu l'as dit autrement, mais c'était en gros ça. Pour reprendre l'exemple des 2 one-shots, le bateau blanc, c'est effectivement plus lent et je pense que ça n'irait pas en 3 heures. Le minimum que j'ai fait, moi, c'est 4 heures. Je suis un peu le rythme des joueurs, honnêtement. Ceux qui veulent faire plus de RP, il y en a, ils l'ont fait en 8 heures. C'était un peu long d'ailleurs, mais ils voulaient absolument faire plein de RP, j'ai laissé. Section C est beaucoup plus rapide. Il se joue entre 2h30 donc et 3h30. Le plus bas que j'ai eu, c'est 2h30, et pourtant il y a eu beaucoup de roleplay parce qu'il y a une urgence, mais en même temps il y a une densité d'informations moindre. Donc ça tenait bien dedans. En revanche, là où je voudrais rebondir, on n'a peut-être pas la même définition de ce qu'est l'installation. L'installation, et c'est peut-être juste une histoire de sémantique. Ce que je veux dire par ne pas installer, c'est que tout de suite on sache ce qu'il faut faire, et l'événement décleur qui est la motivation pour en gros enclencher l'histoire, il est là tout de suite. Et dans le bateau blanc, c'est vrai que je fais une intro qui dure 3 minutes de narration, et à la fin je dis clairement voilà, en gros ça vous semble louche, voilà, et ça lance le truc. Et oui, c'est lent, mais c'est pas parce que c'est lent que c'est pas lancé. Il y a on va pas le dire, mais oui, il y a des découvertes au début, c'est de la découverte, de l'enquête entre guillemets, qui laisse penser quand même assez rapidement qu'il y a quelque chose de pas logique, de bizarre. C'est lent, on sait pas ce que c'est, on a largement le temps pour le roleplay, t'as tout à fait raison, c'est construit comme ça, il y a une raison en plus pour qu'on développe un peu les relations, mais c'est lancé. Moi, ce que j'appelle quelque chose qui prend son temps pour s'installer, c'est quand on attend longtemps pour comprendre quels sont les enjeux, au moins les enjeux de départ, car ils peuvent changer au cours de la partie, évidemment. Un peu ce qui donne la motivation aux joueurs d'agir. Moi, j'ai envie qu'au bout de 5 minutes, grand maximum, mais vraiment c'est maximum, quand on dit que faites-vous, les joueurs se regardent pas en chien de faïence en se disant je sais pas trop. Parce que ils savent. C'est ça en fait pour moi le temps d'installation. On avait peut-être une divergence de définition. Ouais, effectivement. Ouais, quand je disais temps d'installation, c'est le temps où en combien de temps on tombe, pas on a un objectif, en combien de temps on tombe dans ce que veut véritablement... En fait, comment expliquer? Ça se passe peut-être pas comme ça dans toutes les parties, mais il y a, nous quand on l'a fait, il y avait un long temps de... On fait comme si on savait pas ce qui se passait. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est un peu un lieu commun du jeu d'enquête horrifique. C'est au début, tout le monde fait genre c'est normal, alors que tout le monde sait que ça va pas être normal. Tu vois ce que je veux dire? Un peu un temps de ah, il s'est passé ça, ah machin. Et où on tourne un peu autour du pot avant de vraiment commencer à se déplacer, etc. C'est ça que je voulais dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, il y a faire semblant que tu ne sais pas que ça va être surnaturel, ce qui est différent de savoir ce qui se passe. Parce que tu peux très bien jouer à un Cthulhu et savoir que tu joues à Cthulhu, donc qu'il va y avoir du surnaturel, sans savoir vraiment ce qui se passe. C'est pas la même chose pour moi. Alors oui, tu peux prendre le temps de jouer le roleplay du mec qui comprend pas, évidemment. Là, et tu vas forcément prétendre ne pas savoir qu'il y a un truc surnaturel. Mais, je le répète, je pense qu'il y a une grosse différence entre faire semblant de pas savoir qu'il va y avoir du surnaturel et savoir ce qui se passe réellement pour pouvoir agir. Moi, je veux pas que les joueurs fassent semblant... Enfin, je veux pas. Qu'ils fassent semblant de pas avoir compris un truc s'ils l'ont compris. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est... On diverge de fou. Bon, laisse ça. On diverge? On part très très loin de... Ah ouais. One shot, ah ouais, c'est vrai, merde. C'est vrai. Mon Dieu. Alors, on va revenir. Allez, là, on a assez digressé. Mon Dieu. Mais justement, tiens, on a digressé, on a mal géré notre temps. Comment tu gères justement le temps pour que ça tienne? Alors, que ce soit en 3 heures, en 4 heures, en 8 heures, on a beau dire ce qu'on veut, un one-shot, il faut qu'il se termine dans le temps imparti, ou alors qu'on fasse pas non plus trop de séances, sinon c'est une campagne, il y a un problème. Donc comment tu fais
que ce soit dans ta préparation ou que ce soit dans la manière dont tu vas mener le one-shot pour maîtriser un peu le temps? Alors, à chaque fois, je fais chier avec des trucs comme ça, mais tous les one-shots sont pas comme ça. Par exemple, récemment, j'ai fait des one-shots de Shadow Dark. Le but, c'était d'onboarder un peu des joueurs, de leur faire découvrir le truc. Et le gameplay de Shadow Dark, par exemple, ça a rien à voir avec la manière dont tu joues, je pense. Et donc, il y a des formes de one-shot qui ne vont pas répondre à ce que je vais dire là. Mais si on part sur du one-shot, voilà, une histoire qui doit à peu près se tenir en un certain temps, enquête horrifique, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Pardon, j'ai eu un petit souci, j'ai cliqué au mauvais endroit. Pardon. Vas-y. Tu monteras. Ouais, en fait, s'il faut vraiment gérer le temps, malheureusement, et en fait, je pense que c'est bien heureusement, d'une certaine manière, il faut que ce soit un peu plus couloir. Couloir, alors, pas couloir, comment dire? Justement, j'en parlais tout à l'heure. Pour moi, couloir, c'est un scénario qui est ressenti comme couloir, c'est un scénario où les choix que tu fais et les actions que tu entreprends n'ont pas de conséquences, sauf si elles font avancer l'histoire. Donc en fait, c'est pas couloir, ce dont je voulais parler. C'est plutôt, il faut que ce soit ultra pressurisant en fait. Il faut qu'il y ait un truc. Dès que tu fais rien, il se passe quelque chose. Et ça peut être ressenti comme couloir, parce que ça veut dire que tu es beaucoup plus souvent dans la réaction que dans l'action. Mais en soi, ça n'est pas le cas, parce que ça veut pas forcément dire que tu nies les conséquences de ce que font les joueurs. Tout à fait. Pour moi, c'est couloir. Mais du coup, il faut vraiment une pression. Et c'est-à-dire que tu trouves pas un indice, je peux déplacer l'indice pour qu'il se trouve à peu près un peu plus près de l'endroit où tu cherchais, etc., etc. Et comme ça peut sembler être du dirigisme, mais ça n'en est pas vraiment. Et en fait, je pense que ça corrige même un autre écueil du one-shot. C'est l'écueil où les joueurs, comme c'est des joueurs de jeux de rôle expérimentés, ils commencent à se mettre dans la tête du MJ. Donc ils sont déjà plus dans le scénario. Et ils se disent, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut qu'on aille vers les trucs que le MJ nous donne. Et commence plus à réfléchir en tant que qu'est-ce que fait mon personnage de manière organique. Il commence à réfléchir à qu'est-ce que je dois faire pour que l'histoire avance et qu'on aille au bout du one-shot. Et pour éviter ça, moi je préfère que, au lieu de créer des accroches faibles, ce que je pourrais faire dans une campagne par contre, mais dans un one-shot, au lieu de créer des accroches un peu faibles et de voir où les joueurs vont, etc., je mets des accroches et au lieu qu'il y en ait un qui soit obligé de lever la main au bout d'un moment en disant bon allez on prend l'accroche du MJ, je continue à balancer des trucs en fait. Je continue à balancer des trucs tout le temps, les indices, les machins et tout, pour que ça avance en fait. Et que ce soit pas le devoir des joueurs, dans le cadre d'un one-shot, de faire avancer l'histoire. Et s'ils le font, c'est bien. Mais il faut pas que ça devienne mécanique pour eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, très bien. Et d'ailleurs, j'aime bien cette idée de limiter entre guillemets les points d'intérêt. Alors c'est pas trop des points d'intérêt, mais à mon sens, dans une campagne, il peut y avoir plusieurs sujets qui sont à la portée des joueurs et auxquels ils peuvent s'intéresser, même si c'est lié dans une intrigue commune, peu importe, et qu'on ne le sait pas au début, peu importe. Moi j'aime bien ça, mais il peut y avoir plusieurs voies. Je pense au contraire, comme toi, si j'interprète bien ce que tu dis, que dans un one-shot, il faut que le sujet du one-shot soit évident. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la réponse tout de suite, hein, mais le sujet, en tout cas, initial. Ah oui, d'accord, c'est ça l'idée, on œuvre en ce sens. Et déjà, je suis aussi content de t'entendre faire la différence entre le dirigisme, donc le couloir, et le fait de restreindre un peu, moi, ce que j'appelle restreindre le cadre. Et tu fais complètement la différence. Et je vois que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de confusion à cet égard-là. Le fait de mettre de la pression, de forcer entre guillemets les joueurs à avancer ne veut pas dire qu'on leur dit où avancer. Et ça c'est vraiment important. Ce n'est pas du dirigisme, on peut toujours prendre en compte les actions des joueurs, même si on les contraint à un cadre bien spécifique. Et moi je pense que justement dans un one-shot, le cadre, il doit être... alors c'est subtil, il ne faut pas que ce soit un mur auquel on se confronte, mais il doit être ressenti instinctivement par les joueurs. Je reprends... certains trucs, par exemple, si ça se passe dans une ville, les joueurs doivent comprendre instinctivement que ça se passe dans la ville, que c'est autour de ces sujets, que tel et tel personnage sont importants.
On va pas aller voir le marchand du quartier à l'autre bout de la ville. Tu vois, c'est que les limites du cadre soient assez claires parce que comme ça, les joueurs s'égarent moins. Ouais, bah en fait, déjà normalement, comme l'objectif il est identifié, là où les joueurs ils ont leur part à jouer quand même, enfin dans tous les cas, et qu'il y a un tout petit peu de méta à faire, selon moi. Alors je le dis parce que moi je le perçois comme ça, donc en termes d'expérience de joueur, je ne peux connaître que la mienne véritablement viscéralement, tu vois. Bien sûr. Comme tu aimes dire viscéralement, j'ai essayé de le caser à un moment. Bien joué. Mais comment dire, pour moi, quand je suis joueur dans un one-shot, je vais toujours, au début, me dire je vais faire l'objectif que le MJ nous assigne. Tu vois, je vais pas remettre ça en question. Ouais. Donc c'est même pas instinctivement que je comprends qu'il faut pas sortir de la ville. Parce que pour moi, c'est le deal. Ce qui me pose problème dans un one-shot, c'est le moment où je vois que le MJ il nous met plus la pression, il fait rien avancer et qu'il attend qu'on trouve un truc spécifique, qu'on trouve un machin, etc. Et pour moi, c'est là où le one-shot risque de partir de perdre très largement en intensité, d'être peut-être reconduit si on s'est donné une durée, de devoir se transformer en two-shot alors que c'était pas prévu, juste parce que le MJ en fait il s'est dit il faut qu'il trouve ça, puis ça, puis ça, puis ça pour avancer, et il veut pas du tout intervenir. Ce qui a plus de sens dans une campagne. Parce que dans une campagne, d'ailleurs, tout dépend de la proportion de bac à sable là-dedans, mais si ça tombe, le maître de jeu, il va revoir tous ses plans, parce que les PJ, ils ont décidé d'aller parler aux marchands, etc., et que ça a tout changé dans l'histoire, tu vois. Dans ces cas-là, moi, là, ça me dérange pas. Au contraire, dans le cadre d'une campagne, je préfère que le MJ il soit assez peu interventionniste. Dans un one-shot, j'aime bien qu'il soit interventionniste. Si c'est un one-shot d'horreur, je veux que dès le départ, on sache qu'on ait 3 jours pour accomplir l'enquête. Que le deuxième jour, il y a un PNJ prévu par le MJ qui vient nous dire « Alors, est-ce que vous avancez sur l'enquête ?» Tu vois, qu'il y ait en fait une urgence, en fait. Je sais pas comment expliquer. Et que le MJ la mette en avant et que aussi, il soit... on puisse... Si on rate des trucs, il nous les ramène, en fait, tout simplement. Je sais pas comment... Tu vois, c'est les indices flottants. L'important, c'est pas forcément où est-ce que tu cherches, tu vois, et est-ce que tu vas trouver pile le truc là où il est, etc. Pour moi, dans un one-shot, tu peux pas te baser là-dessus. Dans une campagne bac à sable, c'est pas gênant. Parce que si tu trouves jamais l'indice, c'est pas grave. Comme la campagne s'arrête pas à partir du moment où tu continues pas à suivre l'histoire, tu vas peut-être construire une autre histoire. Mais parce que t'as pas trouvé cet indice-là, donc t'es allé chercher ailleurs, donc t'as rencontré une autre faction que le MJ aura peut-être dû un peu improviser, et l'histoire change complètement, et... Je me suis un peu perdu dans mon explication. Mais non, il y a plein de trucs. Moi, j'ai suivi et j'adhère à plein de trucs. D'ailleurs, ça rejoint un peu, alors d'une autre manière, mais ce que dit Cortex là sur le chat, il dit que dans un one-shot, il faut mettre du rythme, il faut distribuer la parole déjà. Alors, tu vas voir quel rapport, mais en fait, c'est le rythme. Distribuer la parole, ne pas hésiter à justement être proactif dans le fait de ramener les joueurs dans le truc. Pourquoi pas, oui, il dit entre parenthèses, pourquoi pas inclure des éléments utiles dans la manière dont tu donnes la parole, poser des questions peut-être pour stimuler un peu leur réflexion sans donner la réponse, mais leur poser une question, donc tu fais bien ça, et puis tu rajoutes un élément l'air de rien. Je trouve que c'est assez intelligent de faire ça pour pas qu'ils se retrouvent bloqués et qu'on avance. Il dit aussi pas attendre que chacun fasse son roleplay tranquillou, et ça je trouve que c'est assez vrai. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de roleplay, mais il faut pas avoir peur de mettre fin à une scène de roleplay beaucoup plus vite que dans une campagne. Même si les joueurs y prennent plaisir. Je sais qu'il y en a plein qui vont grincer des dents quand je vais dire ça, mais quand t'as 4 heures pour jouer ton one-shot, même si la scène est géniale, ça sera pire si tu les laisses et qu'en fait tu finis pas le one-shot. Donc je pense qu'il y a vraiment cet aspect-là. Et moi j'adore les indices flottants. Je suis content que t'en parles. Ça c'est un truc dans l'enquête horrifique. J'adore les indices flottants. Savoir le type d'infos qu'il faut qu'il trouve pour avancer. Après, j'aime bien aussi avoir plus d'infos à découvrir que ce qui est réellement nécessaire, parce que comme ça, on ne sait jamais lesquels ils vont trouver, et ils peuvent déduire même en n'ayant pas tout. Donc ça, j'aime bien quand même, ça enlève un peu de linéarité malgré tout. Mais si, et je fais même ça en campagne d'ailleurs, quand je sais qu'il y a des trucs à découvrir, si le joueur il a une idée d'un endroit où il fouille, d'un personnage à qui il demande, j'avais pas pensé, mais ça paraît totalement crédible,
je vais lui balancer l'info que j'avais prévu qu'il trouve à un autre endroit ici. Et ça combat, mais c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, hein, ça combat l'effet tunnel. Contrairement à ce qu'on pense, non, je pense que ça va peindre une image différente. Et moi, je l'ai remarqué en faisant jouer les one-shots plusieurs fois, justement, que les indices se découvrent pas forcément aux mêmes endroits. Et puis après, je te laisserai répondre, puis je me contredirai dans les 2 minutes qui vont suivre, mais c'est pas grave. En fait, ça va au-delà du one-shot, ce qu'on est en train de dire, c'est ça que je me dis. C'est que là, on parle en fait d'une expérience, que ce soit en one-shot ou en campagne, c'est la même chose en fait, parce que si on part du postulat que notre one-shot ou notre campagne, c'est quelque chose qui est où l'accent est mis sur la narration et l'histoire et la construction d'une histoire intéressante, c'est dans cette philosophie-là qu'on va mettre des indices flottants, même en campagne. Bon, c'est encore plus nécessaire en one-shot parce que ça aide aussi au rythme, mais en campagne, c'est nécessaire aussi parce que dans une campagne où on veut que l'histoire se déroule de manière fluide, etc., il peut pas y avoir trop souvent des noms. Il faut que ce soit des oui mais ou des oui, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Là où, si par exemple, à l'inverse, je pars sur du total bac à sable, le nom il est totalement acceptable. Les personnages meurent tous à la première séance et on en recrée des nouveaux pour la suite, c'est totalement acceptable. Donc en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai dit, c'est pas très spécifique au one shot. Néanmoins, dans le cadre dont on parle, qui est une histoire d'horreur, etc., qui se déroule en une soirée, je partirais probablement sur un truc plus narratif comme ça, et donc je mettrais des indices flottants. Et au-delà des indices flottants, j'essaierai de mettre de la pression. Et en fait, le deuxième élément qui va faire que le truc avance, c'est que si à un moment donné, même si je laisse les joueurs un petit peu divaguer, tu vois, je pense à un scénario de Cthulhu, oui, je sais plus le nom. Mais en gros, ça se passe là où il y a l'université miskatonique. Donc c'est dans la ville de... Arkham. Je sais plus. Arkham. Je sais plus le nom du scénario, mais si les joueurs ils décident d'aller fouiller, tu vois, ils font trop le tour de tous les endroits où ils auraient pu trouver des indices. Parce que tu vois, j'ai pas envie non plus d'être au point où, même s'il y a des indices flottants, comme ils sont au courant qu'il y a plusieurs lieux qui existent, j'ai pas, ils peuvent, alors qu'ils ont passé déjà beaucoup de temps dans un lieu, et que moi justement j'ai des indices flottants, avoir trouvé la plupart des trucs. Et on se dirait qu'ils aillent dans chacun des autres lieux parce que je les ai mentionnés plus tôt, qu'ils vont se dire ah il y a d'autres trucs à trouver, alors que moi je sais qu'il n'y a pas vraiment d'autres trucs à trouver. Je vais aussi shortcut un petit peu, tu vois, je vais... je me perds dans mon explication. Je vais leur mettre la pression à ce niveau-là. Admettons, ils vont à l'asile. Ils décident de passer énormément de temps à l'asile à interroger un PNJ. Et donc je leur donne des indices. Au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai plus beaucoup de temps, tu vois. Et donc, je dois un peu improviser à ce niveau-là. Et je sais que ils avaient prévu ensuite d'aller à la bibliothèque, à la machin, au truc, tu vois. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire que le drame, il va venir à eux, quoi, avant qu'ils aient le temps d'y aller. Et donc, il n'y a pas seulement des indices flottants, il y a aussi des événements flottants ou des sortes de moments où le coup près tombe, tu vois. Vraiment, si tu arrives à 4 heures et qu'au bout de 3 heures, ils sont encore dans la phase enquête, bon, bah, le surnaturel, il leur vient dans la gueule, tu vois. C'est plus... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois très bien. Pour moi, il y a 2 choses. Il y a un truc, il faut qu'il y ait un élément surnaturel ou de danger d'ailleurs, peu importe que ce soit un surnaturel ou autre chose. Surnaturel, c'est une urgence, une horloge ou un truc qui vient leur mettre la pression et qui est flottant, qu'on peut utiliser à plusieurs moments. Je sais pas si tu te souviens, donc dans section C, c'est exactement ça. Et je le fais de manière très simple en fait. Et le côté compte à rebours est important aussi. Alors il faut qu'il soit là d'une manière narrative. Faut pas qu'on dise bon, t'as plus beaucoup de temps. Non, il faut que ce soit ressenti et évident, intégré à l'histoire pour que ça soit sympa. Mais effectivement qu'il sente l'urgence, parce que déjà si on fait de l'horrifique, c'est quand même très important. Et puis même ça aide à faire avancer les choses et à les pousser à l'action. Tant pis à la limite s'il se plante parfois, c'est un one shot. Donc on peut plus prendre le risque que la pression qu'on leur met soit un facteur d'échec potentiel. Je dis pas qu'il faut plomber les joueurs, c'est pas ça. D'ailleurs, je me permets de contrebalancer ça en disant que parfois cet outil de pression qu'on utilise, on peut le faire plus ou moins puissant en fonction des joueurs qu'on a. Les scénarios que tu as joués, je les ai fait jouer à d'autres et j'ai pas forcément mis la même pression
en fonction des joueurs et de leur capacité à gérer la pression. Ouais, bah c'est comme, là c'est hors sujet. Dans la campagne qu'on fait actuellement, qu'on devait jouer ce soir, mais qu'on est en pause là, bah je vous mettrais de la pression, mais elle était trop faible, tu vois, selon moi. Tu peux avoir une pression de, tu sais qu'il va se passer quelque chose, mais c'était toujours d'ici quelques jours. D'ici quelques semaines, il va se passer un truc. Et en fait, même si c'était pas un one shot, je pense que j'aurais dû l'accentuer plus vite, tu vois, par exemple. En fait, t'as plusieurs outils. T'as la pression, t'as les accroches, t'as tout un tas de trucs, et il faut jongler avec. Parce que bien sûr, si tu mets trop la pression, là, ça peut sentir le couloir, tu vois. Pour prendre une image vraiment bête et méchante, si le scénario c'est il faut s'échapper de la prison et que la prison c'est une grosse boule de pierre qui te suit tout le temps et qui roule comme Indiana Jones, si à aucun moment t'as le temps de faire un virage, de discuter de la suite, etc., que le monstre, par exemple, si le monstre il est là du début à la fin du scénario, c'est un peu dirigiste dans le sens où quand t'es poursuivi par un monstre, il y a quand même quelques actions optimales, tu vois, du genre fuir, c'est ça. Ouais. Et donc tu vas avoir rarement le temps de prendre une autre décision. Donc la pression peut avoir un effet couloir si elle est trop forte aussi. Donc c'est vrai, il faut vraiment jongler, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, elle peut être temporaire et avoir un effet couloir pendant 2 minutes, 5 minutes et te montrer qu'il y a une urgence. Puis après, te relaisser un petit peu. Et on reprend les fluctuations, peut-être un rythme plus rapide, mais dont tu parlais. Tantôt pression, tantôt ok, t'as un peu plus de temps et ainsi de suite. Cette variation de rythme est intéressante, particulièrement en one shot. Mais t'as raison sur le fait que ça. Alors oui, on s'écarte toujours un peu. Ça vaut aussi pour les campagnes. J'ai fait un truc récemment. J'ai essayé de pas spoiler sur ma campagne actuelle. Et il y avait une échéance que j'ai mis très rapidement dans la campagne. Une échéance dans 2 mois. Un truc important. Une grande fête. Je donne pas trop de. Le couronnement d'un roi, peu importe. Et c'était l'échéance que je m'étais imaginé. 2 mois, ça va être bon à peu près. Et en fait. La campagne, d'un point de vue jeu, s'est déroulée beaucoup plus lentement, d'un point de vue temps de jeu qui se déroule dans l'univers. Et à un moment, je me suis dit, c'est dommage parce que ça manque d'un moment qu'on voit venir comme prétexte pour accélérer les choses. Et donc finalement, j'ai trouvé un moyen de mettre un nouveau moment 5 jours plus tard, qui a remplacé le premier initialement prévu, justement pour conserver cet aspect échéance proche. Ouais, bah moi c'est exactement pareil. C'est-à-dire que j'avais mis un truc d'oppression et en fait, comme c'était loin, en fait le fait que ce soit loin, ça a amené, je sais pas comment dire. Tout le monde a des secrets, tout le monde tourne autour du pot, ça fait beaucoup de roleplay, mais sans vraiment se dire les choses et sans prendre de décision. Pourtant, il y a bien une pression qui doit arriver, et en fait, il y a un moment où ça devient trop long. Enfin, comment expliquer? La pression est bel et bien présente, mais voilà, effectivement, c'est ce truc de c'est dans une semaine, c'est pas encore réel. Et d'ailleurs, ça m'avait fait rire parce que dans les commentaires de la vidéo, il y avait quelqu'un qui disait un truc qui était assez vrai. C'est que c'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. Bon, sans vouloir partir sur des gros délires, mais si tu vois, tant que les problèmes sont pas urgents dans la vraie vie, on n'agit pas beaucoup, quoi. Et bah, c'est exactement pareil en jeu de rôle. Tu te dis. Et puis, il peut y avoir un peu ce truc aussi de se dire, qui peut être un peu un réflexe, je pense, de jeu, justement, parce qu'on est habitué à jouer d'une certaine manière, etc., chacun de manière différente, de se dire, bon, bah, tant qu'il n'y a pas trop la pression, j'attends que le MJ me mette la pression pour commencer à prendre des décisions. J'attends que l'accroche vienne vraiment, etc., etc. Alors qu'en fait, d'une certaine manière, tu vois, tu peux te dire, je vais mettre moins de pression, justement, pour laisser le plus le champ libre, le moins influencé possible la direction dans laquelle va la campagne, voir où ils vont, et là où ils vont aller, leur mettre la pression. Tu vois ce que je veux dire? En gros, tu gardes ta pression, tous les trucs que tu veux amener pour plus tard. Et en fait, je pense il y a un intérêt à l'amener. En fait, c'est juste que c'est ça qui force à prendre des décisions, quoi. Et la pression. Bonne phrase de Cortex. Si tu cries au loup et qu'on le voit jamais, on n'y croit plus. C'est un peu vrai, en fait. On l'annonce, mais il faut que parfois le loup se manifeste. Donc, ou alors il faut avoir l'habitude, enfin, faut avoir joué une fois, tu vois, une campagne où effectivement pendant très longtemps tu te disais c'est loin, c'est loin, c'est loin, et finalement ça t'est arrivé dans la tronche et tout le groupe a payé, tu vois. Pour avoir une sorte de leçon que tu auras retenue et tu te souviendras que ça peut se passer en jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu es habitué à ce que les perches soient vraiment obvious et tout,
je pense que t'es un peu dans l'attente de ça. Et des fois, c'est presque un peu méta, en fait. Tu vois, c'est pas... Je pense que dans la vraie vie, si on me dit, genre, dans un mois, enfin, ton exemple, il est un peu différent parce que c'est une sorte de fête. Donc, Oui. t'as pas nécessairement à réagir. Et si on me dit, dans une semaine, la ville sera bombardée, tu vois, je réfléchis pas pendant très longtemps. J'attends pas le bruit des avions, tu vois, pour commencer à courir. Mais dans du jeu de rôle, tu te dis, bon, bah, peut-être qu'il va se passer d'autres trucs entre-temps, en attendant que cet événement qui est juste du foreshadowing arrive, tu vois. Et que j'ai pas besoin de préparer cet événement en soi. Enfin bref, on a fort divergé. Pas du tout, très peu, si peu. Alors, en one shot, parce que là on parlait de la campagne. Je vais faire un virage à 180 degrés là pour aller sur un autre truc. Là, j'avais encore beaucoup de sujets en fait à aborder. On a parlé des pré-tirés au tout début. Je t'avais parlé d'un 180 degrés. Pourquoi est-ce que tu penses que les pré-tirés sont préférables? J'ai cru comprendre que c'était le cas en tout cas sur un one-shot. Et qu'est-ce que tu fais des pré-tirés? Qu'est-ce qui est important pour toi dans les pré-tirés que tu crées? Alors, ça dépend. Alors, il est pénible, c'est infernal. C'est infernal. Non, bah déjà, la plupart du temps, comme je disais, quand je fais un one-shot, c'est pour initier ou pour jouer à un système que j'ai envie de tester. Donc, c'est obligatoire d'avoir des pré-tirés. On va pas s'amuser à créer des personnages dans un système qu'on connaît pas pour jouer une soirée. Donc, c'est juste comme ça. Sauf si c'est une création ultra rapide. Il y a des jeux qui peuvent s'y prêter, mais bon. Donc, il y a ça. Et après, alors, en fonction de si c'est un truc enfin, très story-driven, tu vois, j'essaie d'utiliser des mots un peu stylés. Si c'est un truc comme ce dont on parlait, où tu veux qu'il y ait un peu de drama et que le drama il soit là vite, tu vas essayer de trouver des artifices pour que ça aille plus vite. Donc, tu vas... des artifices, pour moi, c'est on va faire comme si on était attaché à nos personnages, alors qu'en réalité, on n'est pas attaché à nos personnages, tu vois. Parce qu'on n'a pas, en tant que joueur, eu le temps de s'attacher à nos personnages. Donc, on va créer une structure un peu comme au théâtre, où on va dire que moi, mon personnage, il aime le tien, et je vais du mieux que je peux faire comme si j'aimais vraiment ton personnage, alors que très certainement, j'en ai rien à foutre, parce que ça fait 3 heures que je le connais. Mais il faut ces artifices, en gros, pour que tout prenne du sens. À mon avis, ça aide. Voilà. Ça permet aussi de se relier plus vite à une histoire, à moins qu'on soit dans du jeu à mission. Si on est sur de l'enquête, ça nous donne, enfin, ça renforce les motifs pour agir, tu vois. Et globalement, c'est surtout pour gagner du temps en fait. Juste de manière très pragmatique, c'est pour gagner du temps, puisque le but c'est de jouer en une soirée. Si en plus on doit investir un temps énorme à créer des personnages pour jouer 4 heures, enfin je veux dire, c'est pas optimal quoi. Sans vouloir dire qu'il faut tout faire de manière utilitaire, le jeu de rôle ça sert à rien qu'on s'entende, enfin, à part à s'amuser et tout. Mais si tu veux un tout petit peu optimiser ton temps quand même, tu vas pas passer 2 heures avec chaque joueur pour créer un personnage pour jouer 4 heures. Et en plus je te dis ça, mais je l'ai fait par le passé. Et donc je me suis rendu compte que ça servait à rien. Et que en plus, ça faisait un peu fuir certains joueurs. Parce que du coup, dans leur tête, non seulement une partie de jeu de rôle, c'est on crée des personnages 2 semaines à l'avance, ensuite on fait une partie de 8 heures, et ensuite c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une question d'investissement en fait aussi. Après, je pense qu'il y a des jeux qui s'y prêtent plus. Genre des jeux où tu crées ton personnage très rapidement au hasard, ou des jeux avec des playbooks comme les PBTA par exemple. Ou ouais, voilà, des jeux qui se prêtent à ça, mais c'est des cas particuliers, on va dire. Ouais, et c'est vrai qu'il y a le temps. Bon, après, moi, utilisant les systèmes assez simples, ça serait même pas ça l'enjeu. Mais je pense que tu l'as dit. Quand je fais des one-shots, j'ai absolument envie que les personnages soient vraiment intégralement liés à l'histoire qui va se dérouler, d'une manière ou d'une autre. Et donc, je les impose complètement. Alors, je peux avoir des profils que je propose, mais les joueurs se répartissent les profils. Et pour s'approprier les personnages, il y a certains éléments que je laisse libres. Tu vois ? Il y a quelques fondamentaux que j'impose. Moi, c'est avant tout les pré-tirés, plus que pour cette histoire de temps de gagner, même si, bon, c'est évident. Mais franchement, créer un personnage avec le système que j'utilise, ça serait pas trop un enjeu de temps.
c'est vraiment pour que pour qu'ils soient intégrés à l'histoire. C'est vraiment qui sont les personnages qui est important plus que leur fiche de perso mécanique. D'ailleurs, moi dans les one shot, je sais pas ce que tu utilises comme système. Ça dépend du jeu, tu vas me dire. Mais moi, le système est pratiquement inexistant. Parce qu'en réalité, j'ai remarqué que les systèmes de jeu, de rôle, ils sont surtout pertinents dans une campagne quand il va y avoir des situations très diverses. Donc forcément, tu as des fiches de personnages détaillées. L'herboriste, il va pas utiliser son herboristory tout le temps. Donc il y a des situations très diverses. C'est pertinent d'avoir une diversité de choix et de compétences dans le groupe. Il y a des différences de niveau parce qu'il va y avoir des comparaisons dans la campagne et donc on va les percevoir. Dans un one-shot, ça peut être traître. Il faut que tout le monde soit utile tout le temps. Donc moi j'ai tendance à simplifier extrêmement les règles pour que tout le monde soit à peu près utile tout le temps et que certains, dans certains moments clés que je vois peut-être venir, puissent briller un peu plus que d'autres. Mais c'est juste sur ces éléments différenciants que je vais agir au départ, mécaniquement. C'est vrai qu'il y a ça. En fait, là où le système compte vraiment dans un one-shot, pour moi, c'est quand tu es sur des jeux justement basés sur l'improvisation. En fait, Ah oui, genre des jeux avec des événements que tu tires un peu aléatoirement où il y d'accord. a tout ce truc-là. Là, le système il a plus de sens. Effectivement, si on n'est pas là pour faire évoluer les personnages, qu'ils acquièrent des nouvelles capacités et tout, moi aussi je vais aller au plus simple, au plus vite. Et en fait, je crois, au-delà du fait d'essayer de corriger un peu des problèmes, tu vois, de se dire littéralement, c'est parce que la séance est courte qu'il faut absolument que les personnages ils aient spécifiquement des trucs à faire dans ce que j'ai prévu, sinon leur personnage sert à rien, etc. Qu'on pourrait dire de s'adapter aux contraintes. Je pense qu'il y a aussi un avantage juste à jouer des pré-tirés en one-shot, parce que c'est l'occasion de pas jouer le personnage dans lequel t'es confort pour le joueur. Quand t'es en campagne, t'as pas nécessairement envie de prendre le risque de te dire ouais je vais jouer un truc complètement différent d'habitude, ou tu vois ce que je veux dire. Là tu peux avoir tes archétypes, tu vois. Moi tu me dis on va faire un one-shot braquage cyberpunk, tu vois. J'ai envie qu'il y ait un casting tout prêt avec des illustrations badass et que je me dise moi je joue le porte-flingue avec cette illustration ultra badass, tu vois. J'ai pas envie que tu commences à me dire bon alors tes parents ils sont morts comment, gobelins ou la peste. Enfin, genre, je suis en mode, même en tant que joueur en fait je m'en fous, tu vois. Je suis en mode tu me fais un one shot, j'ai envie d'être direct dedans quoi, et de pas commencer à réfléchir plus que ça. Je trouve que je sais pas, c'est comme lancer, je m'autoriserais la comparaison un peu avec je sais pas comment expliquer. Si je vais jouer un RPG, genre The Witcher, qui va me prendre 150 heures. Bon, c'est un très mauvais exemple, The Witcher, parce que tu crées pas ton personnage. Mais si tu me dis que je vais jouer à un truc pendant très longtemps, ouais, je vais peut-être m'amuser à le customiser. Et encore, moi, je suis plutôt du... Customiser mon personnage, moi, je préfère qu'il se développe en jeu. Mais si c'est... En fait, ça me hype déjà de choisir un personnage le soir même. Alors que ça me hype pas de créer un personnage. Moi, c'est pas, vraiment pas un truc qui me hype. Par contre, tu me donnes des belles fiches de pré-tirés, je fais ah vas-y, je joue qui ah celui-là il a l'air cool. Tu vois, tout de suite on est déjà dans le choix, c'est déjà ludique, je sais pas comment dire. Ouais, c'est Et vrai. tu te dis ouais, je vais jouer un truc que je jouerais pas d'habitude pour le long cours. Ouais, non mais c'est pertinent. C'est vrai qu'il y a un aspect intéressant de choix au départ. C'est vrai que moi, la création de personnages, quand j'ai joué un one-shot, ça me fatigue d'avance. En fait, rien que d'y penser, je suis fatigué. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et en plus, je dirais que un malentendu qu'il pourrait y avoir, après ça tu peux dire prévenir les gens, mais c'est que les gens, je me rends compte, tu vois, à force de faire des vidéos, et je pense que toi aussi, que voilà, tout le monde a des idées préconçues sur ce que c'est le jeu de rôle, et que aussi il y a... En fait, si je dis à des gens, on va faire un one shot, vous pouvez créer vos personnages, il se peut très bien que ce soit des gens qui ont quasiment jamais fait de jeu de rôle et qui vont me reprocher à la fin, par exemple, de ne pas avoir pris en compte le background de leur personnage dans le one shot, alors que clairement, je vais pas commencer à transformer mon one shot et à me torturer, à me remuer les méninges pour transformer l'histoire que j'avais prévue pour ton personnage que tu as créé 3 heures avant, tu vois. Enfin, sauf si justement on part en mode on va improviser. On a un pitch super simple et on part en improvisation. Et si je te dis on va jouer une enquête de Cthulhu que j'ai lu dans un livre et où j'ai préparé des aides de jeu, etc., etc., et qu'ensuite je te dis créer un personnage et que toi derrière tu me dis ouais mais mon personnage quand même il avait un peu envie d'aller à New York, il aurait pas pu le faire à un moment pendant le scénario. Tu vois, des fois, à partir du moment où tu dis création de personnage, il peut y avoir cet attendu de scénario adapté spécifiquement à mon personnage
qui, pour un one-shot, en tout cas, moi, comment je présente un one-shot, ne correspond pas. C'est vrai. Ouais, pour le one-shot, de toute façon, pour moi, c'est pré-tiré. Le temps tourne, j'ai une anecdote. Alors, encore une fois, je passe du coq à l'âne. Cette vidéo était complètement anarchique, mais c'est pas grave. Une anecdote, je sais pas si c'est arrivé de faire jouer plusieurs fois le même one-shot. Ouais, mais c'est très rare. Ouais, alors, moi, ça, je le fais beaucoup. J'aime bien, d'ailleurs, faire jouer plusieurs fois mes one-shots. Et j'ai remarqué un truc, alors ça n'a rien à voir avec nos sujets, mais on parlait de dirigiste tout à l'heure, couloir, etc. Il y a un de mes one-shots, tu serais peut-être surpris d'ailleurs, bah, si je peux te le dire, c'est le bateau blanc, où il tient en une page en fait, il n'y a pas grand-chose, y compris sur la manière d'avancer dans l'enquête. Et la première fois que je l'ai fait jouer, les joueurs ont fait des choses, ils sont allés voir telle personne, tel truc, ok. Très bien, ça c'est fini. Et plus je le fais jouer, déjà j'ai remarqué qu'il y a des choses qui revenaient, alors qu'il n'y a aucun indice qui dit allez-vous, faites tel truc en particulier, etc. J'essaie de rester vague volontairement. Et entre les groupes, ça revient souvent. Au point que comme ça revient, moi dans ma tête ça m'influence et ça devient un élément presque figé du scénario. Et j'ai remarqué un truc, il y a certains groupes qui sont allés à un autre endroit pour trouver un indice, et moi je leur donne un indice qui les ramène vers le truc qui a en fait été inventé par toutes les tables. Et ça devient non pas dirigiste au sens strict parce qu'ils sont quand même libres, mais il y a des piliers dans mon scénario qui n'étaient pas là du tout avant et qui en sont devenus à force de le faire jouer. Ah ouais. Ben tu sais quoi, je vais te répondre après être allé aux toilettes. Je regarde où on en est, nous en sommes à 1h16. Répondre. Ouais, et bah je suis d'accord avec ce que tu dis. Parce que pareil, moi en général, mes scénarios, il n'y a pas grand chose d'écrit en fait. Ça veut pas dire qu'ils sont pas développés, parce qu'en fait j'y pense tellement que sur ma feuille, en fait, il n'y a pas tant de trucs et en fait je la regarde même pas. Enfin, j'écris pour mémoriser, donc... Et du coup, il y a plein de trucs qui sont ultra flottants. Notamment, je sais que ce qui est très très flottant dans beaucoup de mes scénarios, c'est comment je vais interpréter un PNJ. Et en général, le PNJ, il prend vie pendant la partie, tu vois. Il a une sorte de fonction dans ma tête. Genre, par exemple, il doit plus ou moins délivrer telle information et il a tel objectif, tu vois. Enfin, il y a des basiques. Mais quel ton il va avoir? Est-ce que c'est quelqu'un qui rigole pas du tout? Son caractère, en fait, ça va vachement dépendre de la scène où je vais le jouer. C'est un peu improvisé. Typiquement, si je sens que l'ambiance est pesante, j'aimerais pas avoir écrit sur une feuille que ce personnage-là, c'est plutôt un rigolo, tu vois. Peut-être que je vais me dire, il faut que ça reste pesant, donc ce personnage-là, ce sera un personnage pesant. Ça vient à ce moment-là. Enfin, tu vois, en fonction du moment où le personnage arrive, parce que je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, je sais qu'il existe, mais en fonction du moment où le personnage arrive, bah, y a une bonne partie de qui il est qui se joue à ce moment-là. Et ensuite, donc, dans le cadre d'une campagne, bah, ça va rester. Et dans les one-shots, c'est pareil. En fait, c'est vrai que c'est assez drôle ce que tu fais remarquer. J'y avais pas tellement pensé, mais dans les quelques one-shots que j'ai fait jouer plusieurs fois comme ça, il y a des trucs qui sont joués comme ça, des trucs qui sont vraiment construits comme ça, genre quelle est l'action, comment tel PNJ va apparaître pour la première fois. Suite au premier scénario, si je vois que c'était cool, il va réapparaître de la même manière. Si c'est pas ouf, il va réapparaître d'une manière un peu différente. Et ça, c'était notamment vrai dans Shadow Dark, parce que bon, après Shadow Dark, c'est très très loin de l'enquête horrifique, etc. Il n'y a pas du tout de côté complétionniste et d'histoire racontée. Quand je l'ai fait jouer, il y a un donjon qui est trop grand pour être exploré en 3 heures. Et quand les 3 heures sont finies, hop, on fait une sorte de pirouette scénaristique. On dit, vous finissez par trouver une sortie et vous ressortez. Et ils peuvent aller dans des directions complètement différentes. Il n'y a pas d'intrigue. Mais à chaque fois, ils sont tombés sur des hommes bêtes. Et en fait, il y a un des PNJ homme bête. Moi, j'avais pas réfléchi. Encore plus que dans les autres scénarios, parce que c'était pas un scénario que j'avais écrit. Donc j'avais encore moins réfléchi à comment seraient les personnages et à l'ambiance que je voulais donner. Je l'ai joué tel quel, comme une sorte de vieux module, tu vois. Et donc quand ils sont tombés devant les hommes bêtes, j'étais en mode, oh, comment ils sont les hommes bêtes, tu vois. Et en fait, il y a tel homme bête, il est plutôt rigolo, tel homme bête, c'est moins tendre. Et les fois suivantes, à chaque fois, c'était pareil. C'était le même homme bête, bah, c'est un peu le Gollum, tu vois, t'as juste envie de gifler. Et le chef, il y avait un rouleau. Il y avait un rouleau dans ton histoire. Ouais, c'était un peu une sorte de rouleau.
Mais je me reconnais complètement dans ce que tu dis, ouais. Et, euh, et d'ailleurs, je me reconnais même dans le fait que ça ait pu amener un peu de dirigisme. Plus la première fois, c'est là où il y a le moins de dirigisme. Et plus ça avançait, plus je commençais Ouais. à être un peu dirigiste parce qu'il y avait eu des effets qui étaient très très bons les premières fois. Sauf que c'était plus à l'initiative des joueurs. Et en fait, je me suis dit, c'est tellement cool que je vais essayer de reproduire ça. Et du coup, c'était plus tellement à l'initiative des joueurs, c'était quelque chose que j'essayais de reproduire, qui avait bien marché, mais qui en fait avait été amené de manière plus organique la première fois. C'est surtout le cas si je prends des scénarios d'enquête, quand c'est une version, quand c'est un scénario qui est plus je découvre un indice, donc ça me mènera à un autre, etc. Ça va plus m'arriver au fil des répétitions que sur un scénario qui est construit un peu plus sur un lieu qu'on peut explorer ou dans lequel on peut se balader de manière complètement non linéaire, justement. Là, vu que les déplacements sont vraiment à l'initiative des joueurs, j'ai moins cette tendance à reproduire des trucs que j'ai vus. Mais c'est marrant parce que c'est une reproduction ou un pseudo-dirigisme si on veut, mais qui n'est pas quelque chose que nous on veut imposer. On s'est vu imposer ça dans notre esprit, entre guillemets, par des choses que des choix des joueurs précédents. Donc en fait, Ouais. il faut le dire, ce sont les joueurs qui ont été dirigistes envers d'autres joueurs. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. C'est de leur faute. C'est très fort. Mais je sais. Mais ouais, c'est clairement un gros exercice, et je pense en fait que c'est complètement humain de reset complètement mentalement avant un one-shot que tu as déjà fait. C'est comme si tu demandais à quelqu'un de voir le même film et de ressentir exactement la même chose. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et après, ça peut être pour le meilleur aussi, tu vois. Tu peux tirer des bonnes conclusions. Et puis des fois, c'est même pas ressenti comme du dirigisme. C'est plutôt toi. Parfois oui, parfois non. Mais en général, c'est plutôt toi qui as eu l'expérience des 3 fois précédentes qui commence à te dire c'est bizarre que ça se passe toujours de la même manière ce truc-là, tu vois. Mais en fait, les joueurs, ils le savent pas forcément et Oui, bien tu sûr. finis par te confirmer. Enfin bon, là, on va C'est rentrer ça. dans un truc super type. Hein. Ouais, je sais. Mais n'empêche, malgré Alors, ça, Lestat, moi comment j'adore. fonctionne le cerveau humain? Ça dépend le cerveau de qui. Mais bon, je veux pas faire polémique. Oui, il y en a qui ne fonctionnent pas, mais Voilà, fallait pas le dire. je Mais te donne la réplique. malgré ça, écoute, moi j'aime beaucoup faire rejouer les one-shots, d'ailleurs, alors que ça m'arrivera jamais sur une campagne pour toutes les raisons qu'on connaît, enfin ça paraît évident. Encore qu'il y a des campagnes du commerce qui se jouent énormément, je sais que la campagne impériale de Warhammer se fait énormément jouer, par exemple, moi ça me gonflerait de rejouer des trucs aussi longs plusieurs fois. Mais le one-shot, j'adore le faire rejouer plusieurs fois, surtout quand il peut y avoir des changements, et même si tu reconnais, comme je viens de le dire en plus sur certains aspects, des choses qui reviennent, ça ne veut pas dire que le déroulement dans le fond, vraiment sur comment ça se passe, sur les moments clés, il est identique. Et je trouve ça passionnant de voir les réactions des joueurs, le roleplay, ou des choses qui se passent pas du tout au même moment, et donc ça change la manière dont ça se produit. Enfin, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, et je m'en lasse pas, je m'en suis rendu compte. Donc voilà, je voulais dire que c'est quand même bien de les faire rejouer. J'encourage les gens à tenter le coup. Ça apporte quelque chose. Et en plus, ça permet de perfectionner ces one-shots, en plus de prendre des risques de diriger sur certains points à force de voir les trucs, mais tu peux malgré tout perfectionner certains aspects et enrichir. Moi, j'ai beaucoup enrichi le bateau blanc avec différents indices, justement parce que les joueurs m'ont emmené à réfléchir, on posait telle ou telle question, ou on fouillait à tel endroit, et je trouvais ça bien. Sur le moment, ça m'avait obligé à imaginer un truc, un indice particulier, et au final c'est devenu un indice qui fait partie du scénario, et c'est plus riche, ça ajoute de la couleur en plus. Ouais, bah ouais. Mais c'est ça aussi qui était vraiment intéressant avec Shadow Dark, c'est que moi, donc, je vais quand même parler de one shot, mais c'est de one shot très différent de ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Vas-y. Ce côté, il n'y a pas d'intrigue. Enfin, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'intrigue, c'est qu'il n'y a que des intrigues latentes. C'est-à-dire que le terrain de jeu est trop vaste pour que tu découvres tout ce qui s'y passe dans le temps imparti. En fait, c'est vraiment... Je n'ai plus à réfléchir à où est-ce que je veux amener les PJ, etc. En fait, c'est vraiment une autre manière de maîtriser qui demande plus d'improviser. Il y a plus de chances qu'il y ait des trucs que tu n'avais pas prévus. En fait, tout ce qui existe est plus ou moins prévu. Par contre, tu n'as aucune idée de comment ça va arriver, et ni même de est-ce que ça va vraiment produire une histoire. Enfin, une histoire comme on aime à s'imaginer, une histoire avec un début, un milieu, une fin, une évolution progressive de X ou Y.
dans tous les cas, ce sera une histoire parce qu'on peut le raconter. Mais c'est très très loin de la philosophie qui consiste à essayer de produire un truc qu'on aimerait voir au cinéma ou je sais pas quoi. Tu vois. Et en fait, je trouve ça vachement rafraîchissant. Et je me dis que dans ce cadre-là, je pourrais faire rejouer des campagnes, tu vois. Je pourrais faire rejouer des campagnes parce que ça va être une région avec des factions. Ouais. Vous êtes ici. Et tu sais pas du tout, en fait. Il y a tellement de possibilités de prendre dans un ordre différent les éléments et tellement pas de fin prévue que ça, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à rejouer encore et encore sans même parler vraiment de perfectionnement parce que je suis même pas sûr que ça va t'amener à inventer des nouvelles choses, tu vois. C'est juste que le scénario est conçu de telle manière à ce que ce soit imprévisible comment il va se terminer. Pour prendre un exemple tout con, là, il y a des mecs qui sont arrivés. En plus, c'était la première fois que je le faisais. Donc ça m'a vachement étonné. C'est un donjon, c'est une pyramide, enfin c'est vraiment un truc hyper basique, tu vois. Avec des trésors à l'intérieur et tout. T'as 2 portes à l'extérieur et t'en as une sur le toit. Celle sur le toit, tu vois, faut quand même monter sur le toit pour se dire, ah, il y a une entrée par le toit. Première fois que je le fais jouer, il y a un mec qui fait, est-ce qu'on pourrait pas monter sur le toit pour voir s'il y a une entrée sur le toit? Je fais, ok, ça commence. Tu sais, limite, j'avais pas appris les salles dans cet endroit-là, moi, tu vois. Ouais. Je connaissais pas encore parfaitement la structure du truc. Je fais, ok, vas-y. Et il monte sur le toit et hop, il tombe au milieu de la salle finale qui se trouve au centre. Tu peux arriver par plusieurs endroits, c'est plutôt pensé boss final au centre, c'est là où tu as le plus de chances de le croiser, même si tu veux le rencontrer plutôt avec des jets aléatoires, tu vois. Et ils tombent et ils sont tout de suite dans le trésor avec le boss qui pop dès le début et ils se font tous découper plus ou moins et il y a des coups critiques qui passent et le boss meurt et il se retrouve au milieu du donjon, tu vois. Alors que la fois suivante, il passe par un autre côté, il rencontre une autre faction, enfin tu vois, il se passe vraiment des trucs différents. Alors, déstabilisant ça. Ouais, ça produit pas du tout des histoires. Tu vois, enfin, tu tues le boss au début, quoi. C'est un peu particulier. Ouais. C'est pas comme ça qu'on s'imagine le truc. Et je sais pas si, a posteriori, les gens ils vont se rappeler du truc de manière très chronologique. Tu sais. Je sais pas si ça va produire ce genre de. Parce qu'une histoire, souvent, elle a une structure pour qu'on la retienne, tu vois. Dans l'école un peu américaine des histoires, tu vois, ils ont étudié le truc pour. Enfin, bref. Enfin, on entre dans des questions encore plus compliquées, mais. Là, tu vois, je suis pas sûr qu'ils puissent se dire ah oui, on avait fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, et là, il y a tel machin qui nous a trahi, machin truc. Par contre, je pense que tu peux avoir plus la mémoire de. Tu te souviens quand il s'est passé ce truc complètement improbable, là, tu vois. C'est plus comme ça que ça des petits événements, des événements décorrélés d'une chronologie, quoi. C'est ça. T'es quand même bien motivé par Shadow Dark en ce moment, quand même. C'est ton expérience du moment, là. Ouais, franchement, je kiffe bien. Ouais, je vois que ça te fait délaisser certaines choses. Enfin, bref, hein, on va avancer sur le sujet. Voilà, c'est tout. Je vois où sont tes priorités. Très bien. Écoute, j'ai un dernier truc à aborder. Je vais tendre une perche. Si ça tombe, ça va juste être un non. Mais avant que j'aborde ça, est-ce que ça va clore la vidéo? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voulais aborder sur One Shot qu'on n'a pas abordé? Et c'est pas une question piège, ça peut être non. Plus un petit conseil pour avoir joué pas mal de one shot parce que souvent je n'accepte que les one shot parce que je sais que je préfère MJ en fait tout simplement. Je pourrais mentir en disant que c'est que j'ai pas le temps, mais c'est plutôt que je préfère être MJ, donc je préfère à chaque fois que j'ai du temps disponible refaire un truc où je maîtrise que d'accepter un truc où je joue. Donc du coup j'ai fait plein de one shot à droite à gauche. Et je pense qu'il y a quand même un truc que je vois dans beaucoup de one-shots, c'est quand les gens ils pensent trop à l'histoire qu'ils ont envie de montrer en le moins de temps possible, un peu comme si c'était une démonstration, tu vois, c'était un exercice de style, je sais pas comment dire. Ouais. Et c'est quand tu commences à ressentir ça, je trouve que tu ressens trop la linéarité, que tu ressens trop le... T'as l'impression qu'en fait la seule raison pour laquelle t'es là en tant que joueur, c'est pour décrire ce que fait ton personnage mais pas faire des choix. Et ça c'est problématique. Tu vois, certes, ton histoire, bah ouais, elle ressemble vachement à une histoire d'un film, tu vois. C'est pour ça que le truc du film, des fois, j'essaye de le relativiser un petit peu, non pas qu'il n'y ait rien à en tirer. C'était pour le temps, hein, moi, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de pas copier-coller le cinéma sur le jeu de rôle. J'ai toute une vidéo là-dessus avec Eric, mais vas-y, je te laisse poursuivre.
Et il y a vraiment ce truc de des fois je joue et en fait au début ouais c'est un tout petit peu bac à sable, tu vois. Enfin c'est un tout petit peu, on fait un peu ce qu'on veut. On a un peu de temps pour roleplay. Et à un moment il y a une sorte de mécanisme qui s'active où limite il y a un mec qui nous explique toute l'intrigue il nous dit vous devez aller là à partir de maintenant. Et on va là et là t'as ce décor un peu flottant qui peut être un peu parfois un piège du théâtre de l'esprit. Et ce décor un peu flottant où en fait on te décrit jamais que tu peux aller à droite ou à gauche. Donc quand on te demande qu'est-ce que tu fais j'avance et t'avances et on te décrit une nouvelle scène, j'avance, situation finale et je pense que même si t'es dans un one shot que t'as pensé pour avoir un certain rythme et tout, à un moment donné faut lâcher prise et accepter que peut-être cette fois-ci ce one shot les joueurs ne sauront même pas le dénouement de l'histoire et ils mourront dans d'atroces souffrances donc c'est vachement difficile, hein. Je dis ça, moi ça m'est déjà arrivé que des fois j'ai l'impression après un one shot de pas avoir fait de dirigisme et qu'on me dise ah ouais c'était dirigiste. Tu vois, c'est pas toujours facile, mais voilà, je pense que c'est un vrai point de vigilance quand tu fais un one shot. Ouais, c'est clair. Mais et moi, je l'ai déjà rencontré sur un moment précis d'un des one shots, alors sur d'autres, mais avant aussi, mais il y a longtemps. Ça compte un peu moins pour moi. J'étais moins mature là-dessus. C'est vrai que je pense. Moi, je pense pas que ça me soit arrivé, après je me trompe peut-être, hein, sur des scénarios entiers, mais sur des passages où, surtout quand je vais avoir des moments, ouais, je vais même être plus précis, sur des moments à haute tension, des moments à haute tension où les directions à ta disposition ne sont pas très larges, il n'y en a pas beaucoup, d'accord? Potentiellement quand tu es dans un couloir, et que j'ai des joueurs qui sont pris par la tension, il y a des joueurs qui encaissent pas bien la tension, et qui sont assez peu actifs. Et alors que pour le coup, je ne demanderais pas grand-chose. Ça serait juste dire, je cours de toutes mes forces ou je décris un truc. Pas besoin de faire un choix de fou. Et en fait, ils sont paralysés. Et je me dis, mais si j'attends qu'ils fassent quelque chose, ils vont mourir. Et c'est fini le scénario. Et c'est là où des fois, je le reconnais. Moi, j'ai déjà eu ça. Ça me fait chier parce que je me dis, ils vont louper une partie du scénario. Et j'ai j'ose pas dire, il y a un moment que je voudrais nommer, que tu connais, où ça m'est arrivé sur une table sûre, une deuxième peut-être, où ils sont statiques, quoi. Vraiment, le danger est là. Il me paraît évident à moi, et en fait, on attend, ok, et je m'attends pas à ça. Et là, je me dis, mais comment je fais? J'ai toujours une ristourne pour en sauver un une première fois. Mais des fois, c'est tellement presque, je vais pas dire un suicide, mais il y a tellement une paralysie dans un endroit où il suffirait juste de me dire je cours de toutes mes forces et puis on passerait en 10 secondes, la scène est finie. Et c'est là où je me retrouve dans la non-acceptation. Parce que surtout sur un moment comme ça, où c'est pas un des moments, comment dirais-je, un des moments clés où il y a de vrais choix. Là, il n'y en a pas de vrai choix. Je suis conscient de ça. Et ils vont crever sur un moment où il y a un seul choix évident. C'est très frustrant. Ouais. Et comment... J'avais un truc... Il m'est sorti de l'esprit. Ouais. Faut aussi faire confiance à l'intelligence des joueurs. Ça c'est balèze. Hein. Ouais, ça c'est surtout que tu trouves qu'il y a une intelligence du joueur, toi. C'est vraiment une situation très différente. Pour le coup que ce que tu décris, mais je vois ce que tu décris. Moi par exemple, je subis zéro la pression. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à me sentir dans la scène et à être là en mode oh non, on va tous mourir, tu vois. J'ai toujours j'ai souvent ce petit recul méta, tu vois. Mais en général, ça ne me gâche pas mon plaisir. Parce que je sens qu'on veut m'emmener quelque part, et du coup, je vais jouer de ça. Je vais ajouter des répliques qui vont ajouter au drame, peut-être même mettre mon personnage dans la merde, etc. Jouer un peu de ça. Là où ça me gêne, c'est vraiment le fait qu'il y ait pas de choix pendant longtemps. En fait, qu'il y ait un goulot d'étranglement. Et pour moi, c'est là où des fois on fait pas assez confiance à l'intelligence du joueur, d'une certaine manière. C'est quand, en gros, la structure, c'est tout le début, je t'installe des trucs. Je te dis, ouais, il y a ce PNJ, il y a ce machin, il y a ce truc. Et moi, tu vois, tu veux me faire croire qu'en fait,
il y a un monde autour de moi. Et qu'à un moment, une fois que j'ai suffisamment blablaté et que j'ai un peu passé, j'ai fait mon truc, il y a un moment où tu me dis, et là il se passe un truc, et là il y a tel PNJ qui vous dit qu'il faut faire ça, et maintenant c'est couloir. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a un peu cette sorte de facilité à dire, au début, je te dis rien, et à un moment, je te chope par la gorge et je t'amène à la fin de mon scénario. Pour dire que, en fait, dans ces moments-là, quand t'as fait ça, t'as l'impression que t'as donné le sentiment d'un monde vaste et interactif, mais que t'as raconté une histoire quand même, et en fait, t'as réussi dans aucun des deux domaines, j'ai envie de dire. Toute la partie du début ne servait à rien, jusqu'à ce qu'il y ait ce moment clé, et toute la partie finale, c'était une partie sans choix. Donc au début, j'ai fait que des choix inutiles, jusqu'à arriver au moment où j'ai pas de choix et je vais à la fin de ton scénario. Et ça arrive... Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, quoi. Et je pense qu'il faut faire un peu confiance à ce que j'appelle faire confiance à l'intelligence des joueurs. C'est déjà le truc des indices flottants, tu vois, tu donnes des trucs qui mènent quelque part. Et en fait, je sais pas comment dire, c'est au moment où il y a le climax qu'il devrait y avoir le plus de choix. Ouais. Ouais. C'est une sorte de réflexion inverse, et de se dire que le joueur, il a pas besoin que tu lui fasses le meilleur climax possible. Le joueur, il a besoin que tu lui fasses les choix les plus... Tu vois, s'il fait un choix, il fait un choix. Tu sais, des fois... je me perds, hein. C'est très laborieux. Si tu veux monter un peu après, tu me diras. Non, je fais pas de montage. Des fois, t'as un peu l'impression qu'il y a une fin idéale, pour que tout soit résolu. Et du coup, comme il y a cette fin idéale, tu ne mets pas les choix à la fin, tu les mets que au début. Alors que c'est à la fin qu'il doit y avoir le plus de choix selon moi, et c'est le joueur qui va plus ou moins choisir sa fin idéale à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi et je vais rebondir là-dessus parce qu'il y a sur deux choses que tu as dites. Ça, là, sur les choix, je vais en parler après. Et merde, j'avais un autre truc à dire et j'ai complètement zappé, donc on va finalement commencer par les choix. Je suis d'accord avec toi, moi j'ai beaucoup de, justement, mes one-shots sont construits comme ça en général, il y a des choix à faire, mais à la fin il y a vraiment des choix très importants à faire. Mais parfois, en fait, pour faire ces choix, il faut avoir une compréhension suffisante. Et parfois, et je l'accepte en tant que maître du jeu, hein, parfois, les joueurs ça m'arrive sur certaines tables, n'ont pas la compréhension suffisante, et c'est donc une action qu'ils vont faire innocemment parce qu'ils n'ont pas compris à ce stade qui va faire le choix pour eux. C'est tout, ça fait partie du truc. Mais c'est vrai que moi, je préfère toujours quand le joueur il a la capacité de faire le choix, parce que sinon c'est plus un choix. Mais dans un jeu d'enquête, parfois, l'essence du truc, c'est de savoir, as-tu suffisamment compris avec les éléments que tu as récoltés pour être capable de faire un choix? Donc, j'avoue que des fois, ça se passe au corps défendant des joueurs, mais ça fait partie de l'histoire. J'essaie de ne pas influencer ça, mais j'ai cette préférence quand même pour que le choix soit conscient. Quand c'est un choix moral, un choix, peu importe. Mais bon, on est dans on parlait de scénario d'enquête. Il faut aussi que, malheureusement, le fait de ne pas avoir compris certaines choses ait un impact pas forcément positif. Moi, ça me dérange pas dans un one-shot d'avoir cette notion quand même de gagner ou de perdre. Et quand je dis gagner, ça ne veut pas forcément dire une fin heureuse, hein. Gagner, c'est avoir la compréhension suffisante pour faire des choix éclairés. J'ai peut-être digressé aussi en réalité, mais tu parlais de choix, alors... Ouais, puis t'es parti sur des trucs un peu extraplanaires. Mais c'est ça le but, on devait arriver à ça. Ah non, mais il y avait un autre truc sur lequel je voulais réagir, mince, dont tu as parlé avant quand on était sur le... Ah si, allez, sinon je vais oublier, désolé. Donc ça c'est le premier aspect. Et le deuxième, c'est marrant que tu me parles de cette structure binaire, avec la première partie où on fait un peu ce qu'on veut, mais en fait on sait pas ce qu'on doit foutre. Et ensuite, ça s'enclenche, et là, tu contrôles plus rien, c'est une performance du MJ. C'est marrant parce que, pas plus tard qu'hier, j'ai une copine qui m'a parlé d'une partie qu'elle jouait, qu'elle venait de jouer ou qu'elle était en train de jouer, c'est pas très... Bon, oui, elle m'a envoyé le message à ce moment-là, mais bon, peu importe, et qui était exactement ça.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fréquent, et le conseil que tu voulais donner, moi je le rejoins. Il y a un truc, moi je n'aime vraiment pas quand je me retrouve sur ce genre de one-shot, c'est quand le maître du jeu, est-ce que c'est par peur de pas avoir assez de matière pour faire les 3 heures, j'en sais rien, avant de lancer son intrigue, il laisse les joueurs faire du RP, mais dans le vent en fait, sans avoir lancé. Ça, c'est ce que j'appelle la mise en place, quand on en parlait au début de la vidéo, là, la mise en place, mais sans but. Le prendre le temps de mettre en place, mais sans qu'il y ait rien. Et on se cherche, on sait pas, et l'intrigue vient... en gros, pour schématiser, le mec qui donne la mission, il arrive 40 minutes plus tard, alors qu'il aurait pu arriver en 2 minutes. Eh ben moi, le conseil que je vais donner, parce que je me permets, tu en as donné un, j'en donne un, franchement, c'est ça. C'est que votre histoire, faites-la commencer dans les 3 minutes qui suivent le début de la partie. Et moi, je pense qu'au bout de 3 minutes, on doit pouvoir dire que faites-vous. Et ça doit avoir du sens pour les joueurs de réagir à cette question au bout de 3 minutes, quoi. Et au-delà du sens, c'est de l'impact. Enfin, tu vois, je pense que c'est juste la logique inverse. En fait, en général, on a l'impression que le scénario, il est comme as. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a un peu plein de points d'entrée, il doit arriver à une fin. Pour moi, il doit être comme ça, en fait. Ouais. Surtout un one-shot. Parce que j'ai déjà eu des gens qui m'ont reproché, à l'inverse, dans certains one-shots, de me dire « Ah ouais, c'est un peu dirigiste ». Et en fait, le one-shot, c'est le pitch. C'est vous êtes des réfugiés, en quelque sorte. Enfin, des gens qui fuient leur pays et qui vont s'intéresser dans une terra incognita, tu vois, pour fuir un peu le monde, etc. et aller se bâtir une nouvelle vie en mode un peu colons qui partent là où personne n'a jamais été et pour fuir des problèmes. Ok ? Et donc, on sait que c'est un one-shot. Tout le monde sait que c'est un one-shot. Donc, tout le monde sait qu'on va pas explorer le monde, tu vois. Donc, rapidement dans le scénario, il y a un lieu. D'ailleurs, il y a des trucs dans les pré-tirés qui permettent de justifier un peu qu'on reste dans ce lieu. Par exemple, il y en a qui sont malades, tout le monde est fatigué, il y a un combat au début qui fait exprès un peu pour qu'il y ait des blessés, etc. Pour que tu t'arrêtes, entre guillemets, dans cette ruine dans laquelle tu te dis au départ ah oui, ça va être un bon endroit pour faire un camp, etc. Et ensuite, l'horreur arrive dans cette ruine. Et en fait, il y a des joueurs qui m'ont dit a posteriori ouais, mais j'ai trouvé ça dirigiste parce que dès qu'on sortait de la ruine, ce qu'il y avait autour de la ruine était tellement oppressant qu'on n'avait pas tellement d'autres choix que de rester dans la ruine, tu vois. Et en fait, pour moi, j'ai du mal à entendre ça, tu vois. Après, tout se discute et puis très bien. Mais dans le cadre du one-shot, justement, le dernier choix que tu as à faire, entre guillemets, c'est celui du lieu et de l'enjeu. Par contre, quand tu es dans le machin, là, tu as le choix de faire plein de trucs différents et de faire ce que tu veux. Et donc, c'est vraiment un entonnoir inversé. C'est-à-dire que si on dit on va enquêter dans un manoir et que tu me dis ah ouais mais en fait moi je vais en vacances à Bali, je te dis non, non ça ne rentre pas dans la proposition. Par contre, à l'inverse, à la fin dans ta manière de réagir etc. là je vais te suivre tu vois. Et si je me rends compte que que l'éthos ne fait que se resserrer, enfin en gros la fin c'est le moment où tu vas véritablement dire qui est ton personnage dans un one shot. Comment il a géré c'est clair. Tout ce qui s'est passé, quoi. C'est souvent comme ça. Enfin, en tout cas, c'est une bonne manière de faire les choses. Et je réagis parce qu'on est toujours sur la notion de justement de fin. Encore un commentaire qui est laissé par Cortex pour pas le nommer sur le. Merci de participer d'ailleurs sur le chat. Et je pense qu'il répondait à ce que je disais tout à l'heure. Le secret caché, en gros, il dit si ça t'embête que les joueurs le trouvent pas, il faut pas le cacher. Alors moi, je parlais pas d'un truc comme ça, mais il a raison. Je pense que c'est un truc important. Si il faut absolument que les joueurs sachent un truc pour avancer, c'est vrai qu'il faut pas le cacher. Je me permets quand même de préciser donc les choses par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas de ça vraiment dont je parle. Moi, dans les scénarios d'enquête, c'est important qu'il y ait une notion, un effort des joueurs pour comprendre et d'assembler les pièces du puzzle, et ils peuvent ne pas réussir. Je l'accepte, mais ça veut pas dire que je préfère pas qu'ils réussissent. Mais c'est pas parce que je préfère qu'ils réussissent que je vais leur donner. Donc il y a certaines frustrations, après ça dépend des MJ, qui sont inévitables et qu'il faut accepter. Là c'est pas des secrets que je vais leur donner, parce qu'il faut que ça percute, ça fait même partie de l'ensemble d'être confronté
à certaines choses, et si tu n'as pas compris les trucs, bah, tu vas peut-être agir d'une manière qui peut te poser quelques soucis, mais ça fait partie du one-shot. Donc, je voulais juste préciser ma pensée par rapport à ça, tout en lui donnant crédit sur le fait que oui, s'il y a un truc que vous voulez absolument que les joueurs trouvent, eh ben donnez-le, parce que sinon ça donne lieu à un truc que toi tu mentionnais tout à l'heure, le MJ qui veut absolument que les joueurs trouvent un truc, et en fait ça stagne pendant 1 heure, parce qu'il cherche le truc précis, sans indice flottant, sans rien. Là, ça c'est à éviter. Le MJ lui-même passera un mauvais moment. Ouais. Donc, et les joueurs aussi sans doute. Bon, pardon ? T'avais un dernier sujet où je sais pas. Ouais, un petit dernier truc, mais là c'est plus ouvert. Justement, tu me dis que tu fais plus de one-shot, plus trop. Est-ce que, sans parler de Shadow Dark, qui est ton projet du moment... Donc, Shadow Dark, en fait, je t'explique. Ouais. Il faut quand même que tu m'invites à en parler. Faut quand même que j'essaye à ce niveau-là. Mais non, est-ce que t'as quand même pour projet, ça peut être un nom d'ailleurs qui serait un peu marrant à la fin de toute cette vidéo de 7h30 sur les one-shots. Est-ce que tu penses que tu referas des one-shots, non pas style Shadow Dark, mais narrés, que ce soit enquête, horrifique ou autre. Est-ce que c'est un truc à l'avenir que tu comptes refaire, court ou moyen terme? Je pense pour de l'initiation. Mais vraiment, je pense que le truc qui me fait un peu vibrer, tu vois, c'est un peu le vertige quand même des grandes, des grands espaces. Et c'est pas des scénarios qui se prêtent vraiment au one shot. Donc là, vraiment, en fait, je peux pas te dire non parce que a priori, je pense que je vais bien aimer faire du jeu de rôle pendant très très longtemps. Donc il y a forcément un moment où je vais revenir, un moment où je vais me dire ah, je pourrais faire un one shot et tout. Mais là, c'est vraiment pas un truc qui me vient à l'esprit. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est des one shots, comme je disais, d'onboarding entre guillemets. C'est-à-dire, je te fais faire une courte expérience du truc. Je vois si de Shadow Dark, pour ne pas le citer. Je vois si provocation. Je vois si déjà, alors c'est surtout plutôt une question au niveau humain, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien et tout, et du coup est-ce que je le fais entrer dans la table ouverte que j'ai ouverte. D'accord. Justement. Donc ouais, je pense que c'est plus ça. Après, je me verrais bien tester des one shots, mais sur des jeux spécifiques au one shot, donc qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on décrit tout à l'heure, c'est-à-dire des jeux où le système en fait il est conçu pour ça et juste pour l'expérience de tester ce truc un peu différent sur une soirée, le tester, tu vois. Donc non, je suis assez loin de ça. Par contre, moi j'aime bien jouer des one shots. Ça me plaît bien. Ok. Et est-ce que tu comptes jouer le lundi aussi Shadow Dark? Parce que j'ai un espace qui vient de se libérer le lundi. Bah ouais, je pense que je vais essayer de faire ça. Le truc c'est que pour l'instant, par rapport au... Ce qui est marrant, c'est que comme c'est une table ouverte, il y a un truc un peu déshumanisant quand je le décris, mais par rapport tu vois, à mon vivier de prospects pour cette campagne, je sais pas encore s'il y a assez de monde pour jouer le lundi et le mercredi. Donc je pense que dans un premier temps, je vais justement faire le mercredi, je continue la Westmarch. Le lundi, je fais des one-shots pour voir s'il y a d'autres gens qui pourraient se mettre dans la Westmarch, et à ce moment-là, peut-être 2 parties de Westmarch par semaine, tu vois. D'accord, ok. Et ben, je vais répondre à ma propre question parce que ça va aller peut-être un peu à l'opposé. Moi, ça va être l'inverse. Là, je vais essayer de terminer dans quelques semaines ma campagne actuelle. Je dis bien la terminer bien comme il faut, hein, pas du tout la bâcler, hein, mais ça va être excellent. Mais après, je vais faire une pause de campagne longue. Je vais pas bosser tout de suite sur une campagne longue, même si j'ai déjà des idées, je me force à ne pas y réfléchir, mais j'ai beaucoup de mal une fois que l'idée a germé. Je vais me consacrer à être joueur avec les joueurs de ma propre table qui doivent me jeter là maintenant. Et on avait mis ça de côté pour se consacrer à la campagne. Donc jouer plus, faire une pause campagne longue et en profiter pour me constituer justement un vivier de one-shot.
Parce que là, je vais être honnête, hein, j'en ai 2 autour desquels je tourne. Et comme ma campagne accapare tout le temps que je peux donner au jeu de rôle pour la préparation, avec plus la chaîne YouTube, mine de rien, ben là, je vais pouvoir me consacrer à ça et je vais essayer déjà d'en faire jouer déjà mes one-shot phares, je vais continuer à les faire jouer à d'autres tables, et c'est aussi pour ça que j'aime bien les one-shots maintenant que je suis bien sur les Discord et tout, c'est que ça me permet de parler à d'autres joueurs et de tester de nouvelles tables. Donc les one-shots ont aussi cette utilité que je n'ai pas en campagne, parce qu'une fois que je suis lancé dans une campagne, c'est le même groupe, puis j'ai mon groupe attitré. Et puis je vais en recréer d'autres, j'en ai un qui est prêt là depuis longtemps que j'ai pas encore testé, un truc un petit peu fantastique mais pas horreur, avec du drame un peu en fond. J'ai envie de faire un one-shot dans l'espace, mais toujours avec un mystère, un truc à découvrir, hein, mais voilà, dans l'espace. Peut-être un truc sur la bête du Gévaudan. J'avais commencé à travailler dessus d'ailleurs. Peut-être même un truc action façon... je sais pas si tu connais la synthwave. C'est, tu vois, bah, j'ai envie de faire un one-shot... Comment ça s'appelle ce jeu où tu dois flinguer tout le monde là Vu du dessus, tu flingues des mecs. Je vais peut-être pas avoir la référence. Avec que de la synthwave justement. Mais je vois le genre, ouais. Bah bon, voilà, tu sais, les néons et Ryan tout ça. Gosling dans sa voiture qui voilà. Voilà. tue des gens sans parler beaucoup. Voilà. Avec de la musique. Voilà, exactement. J'ai envie de faire un truc comme ça. Alors je sais pas ce qui sera fait dans tout ce que j'ai envie de faire. J'ai une liste justement, et j'aimerais bien me consacrer au mois de pause que je vais avoir pour en fabriquer et en faire jouer à pas mal de tables. Donc voilà moi justement à quoi ressemblent mes projets de MJ sur les 6 mois qui commenceront à partir de septembre, je dirais. Voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, ça me permet quand même de dire quelque chose d'un peu plus intéressant que je vais jouer à Shadow Dark. C'est que, en fait, moi, quand je dis je fais plus de one-shots, en fait, c'est parce que je le remplaçais un peu par des mini-campagnes. C'est un truc dont je parlais beaucoup. En fait, une mini-campagne, clairement, certains pourraient appeler ça un one-shot. C'est-à-dire que ça dure 3-4 séances de 2-3 heures. Et en général, c'est character-centered. Donc tu crées des personnages et il y a une histoire autour de ces personnages et elle est résolue. Donc en fait, c'était presque ma manière à moi de faire du one-shot. Et en fait, c'est vrai que en fonction de tes disponibilités en temps, concrètement, le one-shot, c'est quand même vachement utile. Quand t'as 1 ou 2 créneaux dans ta semaine et c'est tout pour jouer, et que t'es sur des grosses campagnes, c'est frustrant des fois. Que t'as envie de la finir, mais en même temps, t'as envie d'autre chose. En plus, sur des campagnes telles que toi tu les joues et telles qu'on a décrit les one-shots, enfin, toi t'as l'air vraiment d'être beaucoup plus sur des trucs narratifs, etc. Donc en fait, tu te retrouves souvent contraint à jouer quand tout le monde est là. Dans ce genre de truc vachement character-centered. Ça perd beaucoup de son sens. Dès qu'il y a un absence, il y a un truc qui cloche. Je joue pas sans absent pour ça. Et donc, ouais, les one-shots, dans ces cas-là, bah, c'est top. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un moyen de reparler de Shadow Dark, tu vas me dire, mais... ce qui fait que sur Shadow Dark, je me projette sur quelque chose de long, c'est parce que ce format table ouverte et ce format très très bac à sable, ça revient presque à faire plein de one-shots. Bon, c'est toujours le même univers, mais en fait, il n'y a pas de la semaine suivante, on continue là où vous étiez arrêté, vraiment pile poil, tu vois. Donc à chaque fois, il peut y avoir une nouvelle rumeur, et hop, on ressort de la ville, on va faire ce petit truc et on revient. Et donc ça permet, malgré que le tout soit un projet unique, d'avoir en fait une sorte de renouvellement tout le temps et de pas être frustré. Tu vois, si demain j'ai envie de dire j'en ai un peu marre qu'il soit dans cette région peuplée par ce type de faction et ce type de truc, je peux balancer des nouveaux trucs à la volée, renouveler dans le sein même d'une même campagne, changer de joueur, changer d'enjeu beaucoup plus facilement grâce à ce format-là. Donc t'es un toxico du JDR, il te faut ta dose. Et il faut pas qu'il y ait le moindre risque que tu n'aies pas ta dose. C'est pour ça. Exactement. Je comprends. C'est magnifique. Et ben c'est sur ça qu'on va conclure, hein, cher Hugo. On va conclure sur ça. Écoute, merci d'avoir participé à nouveau. C'est encore 2 heures. Hein. Décidément, tu prends de la place. Mais c'était intéressant. Alors, on a beaucoup digressé. J'espère que vous arriverez quand même à suivre. Je pense que là, on a été particulièrement dans la digression quand même.
Ça doit être... ouais, c'est ça qui est bien. Donc je vais mettre comme thème création de one-shot. Mais bon... Je mets jeu de rôle. Jeu de rôle, discussion de jeu de rôle. Et puis on verra. Bah écoute, est-ce que t'as un... Alors c'est pas que je suis une Non, plateforme j'ai pas de incroyable, mot de mais non, t'as pas de mot de la fin, bah ça Ah. m'arrange très bien. Oui, c'était pour faire de la pub sur un truc. Est-ce que t'as un truc dont tu veux faire la promotion sur ta chaîne, même si bon, je pense qu'ils te connaissent tous, Vous mais... connaissez NordVPN. Bon. Désolé, je suis sous contrat. Non, pas du tout. Non, dis là, je vais lancer des lives, voilà. Ça va être rigolo. Eh ben Mais voilà. sinon, merci à toi, parce qu'en vrai, c'est cool. En plus, j'avais peur d'avoir un peu rien à dire avec les one-shots, justement, vu que c'était plus trop mon truc du moment. J'avais peur de rien avoir à dire, mais tu mènes très bien la conversation. Eh bien, parfait. À charge de revanche sur d'autres thématiques, comme on en avait discuté. Hein, tu reviens quand tu veux. Et donc, je te dis à bientôt, et je dis à bientôt à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous remercie également. Si ça vous a plu, si ça vous a inspiré, petit pouce bleu, abonnez-vous bien évidemment, et je vous retrouve sur la prochaine vidéo. À plus tard. Ciao.